Fou. Aujourd'hui, c'est le retour de la mythologie grecque. La dernière fois, je vous avais raconté l'histoire de Aphrodite et l'histoire d'Athéna. Aujourd'hui, on va parler de deux dieux grecs qui ont marqué la mythologie, deux Olympiens. Je voulais aussi vous parler d'Apollon, pas d'Apollon, pardon, de Neptune, qui est... Putain, j'ai son Poséidon. Oh merde. Je voulais vous parler de Poséidon. Et comme je vous ai dit, j'ai pas trouvé beaucoup de mythes sur lui. Il y a le mythe en fait qui était rattaché à celui d'Athéna que je vous avais déjà raconté, la piscine d'Apollon contre l'olivier d'Athéna. Voilà, sinon à part le fait que Poséidon soit un mec un peu solitaire, grincheux et un peu énervé, bon. Il va veiller sur énormément de héros qui vont traverser la mer. Je parle évidemment de Thésée, d'Hercule, etc. Voilà, pas grand chose de plus finalement. Coucou Loachi. Suite aux éloges de Horty et Bagheera sur ce blabla autour de la mythologie, je viens écouter. Et bah ça marche. Bonsoir aussi Tiscali. J'espère que ça va bien, Refresh qui est là. Donc aujourd'hui on va parler du mythe d'Hadès et du mythe, enfin des mythes, parce qu'il y en a plusieurs évidemment, des mythes d'Hadès et des mythes d'Apollon, parce que là pour le coup, il y a pas mal de choses à dire. Voilà. Bonsoir Kata, Poséidon, le père de Charybde. Charybde. Monstre marin. Ah bon, ça m'étonne pas. Ok. La légende est à l'expression tombée de Charybde en Scylla. Ok. Elle est de mal en pis. Oh. Et Scylla, donc c'est un autre monstre marin. Ok, nice. Il faudrait que je regarde ça alors. Anto, bonjour. Entendre Tiscali, ça vient de me mettre un coup de vieux vénère. Ah bon. On se rappelle que ça faisait chier les gens Poséidon dans les histoires que tu avais racontées. Exactement. Poséidon, ah c'est le mythe avec Ulysse, mais oui. Ah oui, c'est vrai. Disons que Poséidon, c'est un peu le chieur ultime d'Ulysse. Je pense que c'est le dieu qui va potentiellement le plus le faire chier tout au long de son odyssée. Voilà. Donc faudrait plus qu'on se penche sur qu'on refasse l'odyssée d'Ulysse plutôt que de... Et là-dedans, on pourra parler de Poséidon. Bonjour Jésus, également. C'est très mignon comme pseudo, ça aussi. Très chou. Ok. Fournisseur d'accès internet qui est arrivé en France en 2001. Bah, ça va là, on commence à être vieux. Ça s'y fut. Coucou Captain Maxou. Et il y a Donge aussi qui est là, bonjour. Non, donc aujourd'hui on va parler du mythe d'Hadès. Hadès qui est le dieu grec qui représente le gardien des enfers. Alors bon, les enfers dans les mythes grecs finalement ça représente pas la pire partie. Les enfers c'est plus le monde souterrain. C'est pas là où il se passe que des trucs horribles. Bon, il se passe évidemment pas mal de trucs horribles aux enfers. Mais disons que aux enfers, il y a... Et merci Trinity Wolf pour le 6e mois, une demi-année, j'espère que tu vas bien. Merci infiniment. Merci, c'est adorable. C'est trop cool. Il est dur comme boss final Hadès. Alors oui, après on a souvent une idée d'Hadès comme d'un dieu un peu énervé, un petit peu méchant. C'est pas le cas. Voilà, Hadès c'est quelqu'un de juste, ce n'est pas quelqu'un de méchant. En tout cas, ce n'est pas la pire créature des enfers, bien qu'il soit le maître absolu des enfers et du monde souterrain. Ce n'est pas le plus méchant, loin de là, puisqu'il y a beaucoup plus de gens méchants finalement qui bossent pour lui que lui-même finalement. Alors après, est-ce que c'est le patron de gens méchants fait de lui quelqu'un de méchant ? Peut-être, sauf qu'à la base, dans le mythe d'Hadès, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'Hadès n'a pas choisi d'être le dieu des enfers. Tout simplement. On lui a attribué ce rôle. À la base, il n'en voulait pas. Ça a été un petit peu arbitraire suite à la guerre, donc la titanomachie qui a opposé Zeus aux titans lorsque Zeus a voulu récupérer le trône. Une fois que Zeus a récupéré son trône, il a décidé donc d'organiser le monde en se répartissant les différents terrains à gouverner. Lui choisit le monde du ciel et le monde de la terre, il donne à son frère Poséidon le monde de la mer, et il donne à Hadès, le dernier, le monde des enfers. Le monde en dessous, finalement. On aurait dit que je suis en cours. Eh ben écoute, je connais tout à fait, Fodogo, les traditions d'Olympe, et j'aime beaucoup ce webtoon, je le trouve assez génial. Warner Media, coucou. Les enfers sont composés de 3 royaumes.
le Tartare, l'Asphodèle et les Champs-Élysées. Exactement, on va en reparler d'ailleurs. Ça rejoint aussi quelque part un petit peu l'enfer de Dante d'ailleurs. Mais je pense que Dante s'est énormément inspiré de la mythologie pour pouvoir écrire son bouquin. Merci Codelac, c'est le 16e mois. 16 mois que vous avez l'honneur de ma présence dans la commu. 16 mois que vous pouvez profiter de mon humour légendaire et de ma voix suave lors des lives karaoké. Pour fêter ça, go strip poker. Non, go le titre poker. Merci. Salut Claudia. Ben voilà. Clara Comte. Bonjour Gus. Merci pour le partage de tes connaissances. Mais c'est pas mes connaissances, c'est plein de connaissances que je trouve trop cool et que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Mais oui. Heureuse de te voir. Trop mignon Claire. Apollon, dieu des arts, de la musique, beauté masculine, de la lumière solaire et comme jumelle Artémis. Tout à fait Rafou. On en viendra après. Donc pour revenir sur le mythe d'Hadès, donc lors de la grande guerre qui opposa les titans à Zeus finalement, donc la titanomachie, Zeus finit vainqueur, décide d'organiser donc son monde, comme je vous ai dit, lui il régnera sur le ciel et la terre, Poséidon sur la mer, Hadès sur le royaume des morts finalement. Alors à cette époque-là, il n'y a pas encore les humains. Finalement, les humains viendront bien plus tard et ça rejoint le mythe de la création de la vie sur Terre, donc le mythe de Prométhéeus et d'Épiméthéeus, que je vous raconterai lors d'un autre live parce qu'il vaut le coup aussi ce mythe-là, il est très très cool. Bref, donc à cette époque-là, il n'y a pas encore finalement les humains, mais il y a quand même pas mal de taf à faire, puisque dans l'enfer, comme vous l'avez dit très justement beaucoup plus tôt, il y a l'enfer se divise en 3 chemins. Il y a les Champs-Élysées qui sont réservés aux bons, aux gentils, à ceux qui vont connaître une fin proche du paradis finalement. Il y a le Tartare, donc là c'est le pire endroit de tous les enfers, là où on enferme, où Zeus a décidé d'enfermer ses opposants politiques, puisque Zeus est un putain de dictateur de merde, finalement. Il y a du coup enfermé les titans, enfin tous ceux qu'il a enfermés, puisqu'il en a gardé quelques-uns qui se sont rangés à ses côtés, notamment Prométhéeus, Épiméthéeus et Leto. Leto qui va être une titanide extrêmement importante dans le mythe d'Apollon. Je vous dirai après pourquoi. Bref. Et aussi, il va enfermer dans le Tartare les Hécatonchires. Les Hécatonchires qui sont des créatures de Gaïa. Donc Gaïa, la terre-mère, la déesse-mère qui a donné vie à absolument tout. Les titans, les géants, les cyclopes, tous les monstres que vous voulez au monde. Les dieux, bien évidemment. Et donc les Hécatonchires, ce sont juste des créatures avec 100 bras et 50 têtes. Voilà, à quoi ils servent ? Je ne sais pas, c'est Gaïa, un jour, elle a un petit peu trop bu, elle s'est dit « Eh, si je créais des trucs qui avaient genre 50 têtes et 100 bras, pourquoi faire? Je sais pas, mais ça peut être bien, non? Je vais les appeler les Hécatonchires. » Parce que Hécat veut dire 100 du coup en grec. Bref, donc le Tartare renferme un petit peu tous les opposants politiques de Zeus et aussi pas mal de trucs un peu chelous, finalement. Et puis, il y a, au milieu de tout ça, il y a le pré d'Asphodèle. Près d'Asphodèle qui ressemble un peu à un espèce de purgatoire. C'est là où vont ni les gentils ni les méchants. En fait, la plupart des âmes iront finalement au champ d'Asphodèle. C'est un lieu, quoi. C'est pas... Bon, c'est pas ouf, quoi. Mais bon, c'est comme ça. Comment s'organisent les enfers? Donc, admettons, quand il y a quelqu'un qui vient de mourir, le mort rejoint le royaume des morts, donc le royaume sous terre. Et ils arrivent tous sur une rive qui est séparée par le Styx, qui est l'immense rivière, en fait, des enfers. Sur le Styx, il y a le passeur. Passeur qui s'appelle Charon. Charon qui n'est pas un gros charron, évidemment. Bref, on s'en fout. C'est une EHPAD. Alors, c'est une EHPAD, sauf si ils vont aux Champs-Élysées, parce qu'apparemment, aux Champs-Élysées, ils retrouvent leur jeunesse et ils ne vieillissent pas. Charon, let's go. Et oui, ce bon vieux Charon, son taf aux enfers, c'est d'emmener toutes les âmes et leur faire traverser la rive pour les emmener devant Hadès qui, lui, va les juger et pas savoir vers où il les amène. Les Champs-Élysées, c'est à Paris. À Skipouille. Coucou Trixie Viro. Voilà. Pardon, excusez-moi. Voilà, ça fonctionne. Bonjour Licorne Kawaii aussi et Souakov qui est ici. Non, ça va, je suis pas mute. Bref, donc le taf de notre ami Charon, ça va être d'emmener les âmes perdues de l'autre côté de la rivière du Styx. Par contre, Charon, il travaille pas gratuitement. Pour qu'il puisse passer, il faut impérativement que tu lui donnes la petite piécette de monnaie. Il faut que tu payes Charon pour qu'il t'emmène de l'autre côté de la rive. Sinon, tu es coincé éternellement sur cette putain de rive, à voir toutes les autres âmes te passer devant, monter dans la barque, alors que toi, tu vas rester là à jamais. Ils resteront coincés ici, c'est nul. Donc, c'est pour ça que dans la tradition de la Grèce...
Alors, il y a plusieurs versions, hein. Soit les morts avaient 2 pièces au niveau des yeux qu'on leur mettait, soit on glissait une pièce de monnaie sous la langue des morts, ce qui permettait aux gens de payer le passeur et de ne pas errer éternellement sur l'autre rive du Styx, tout simplement. L'ancêtre du pass Covid. Ah, mon Dieu. Mais Paris, c'est l'enfer. Oh, c'est joli, c'est trad. Mes orages, madame. Bien joué, Timad, pour cette belle référence. Bref, donc une fois que vous avez payé le passeur, donc notre ami Charon, et vous emmène de l'autre côté, devant le grand palais d'Hadès, qui est absolument magnifique. Palais qui est gardé par un chien que tout le monde connaît. Non pas touffu comme dans Harry Potter, même s'il s'agit du même bail, puisque c'est un chien à 3 têtes. Il s'agit du chien Cerbère, qui est le gardien des enfers. C'est un peu le clébard de compagnie de notre ami Hadès. Et c'est un chien à 3 têtes. Alors, il n'est pas agressif au premier abord. Voilà, si tu ne l'emmerdes pas, il ne t'emmerde pas. Voilà, il est plutôt bien éduqué, le petit Cerbère. Donc, il garde juste la porte, tu rentres à l'intérieur. Voilà. Bon, par contre, si tu sors, là, il te bouffe, d'accord? Il te démembre, Cerbère, voilà. Cerbère veille à ce que tout ce qui rentre ne ressorte pas. Tout simplement. Il n'y a qu'une personne qui va réussir à apprivoiser Cerbère au cours de sa vie, il s'agit de Thésée. Tout simplement, il va à un moment réussir à l'apprivoiser. Bref, on appelle ça un chien tricéphale, j'imagine, puisque tri vient de 3 et céphale vient de tête. Donc je pense que ça doit être ça. Bien joué, Arcanox. Je pense que c'est ça. Bref, donc ce petit chien, ce petit gentil petit chien, Perséphone est sur les Champs-Élysées, il me semble. Pas encore, Trixiviro. Pas encore. Alors c'est Héraclès qui va dompter le chien sur les conseils de Thésée. Puisque d'ailleurs Héraclès, donc Hercule aussi, vous l'appelez comme vous voulez, Hercule, Thésée sont des contemporains. Hercule représentait la force et Thésée représentait l'intelligence. Donc très souvent, dans le mythe de l'un comme de l'autre, ils vont beaucoup s'aider, Thésée et Héraclès. Ils sont assez indissociables l'un de l'autre, ce qui est plutôt cool parce que au cours de ces 12 travaux, Thésée va souvent être là et va aider Héraclès, puisque Héraclès est un petit peu con. Voilà, il est très fort, mais il est con, contrairement à Thésée qui lui n'est pas très fort, mais très intelligent. Bref, donc une fois que les âmes ont passé ce moment-là, ils rentrent devant Hadès, et Hadès va pouvoir décider d'où est-ce qu'ils vont aller, soit au Prédesphonel, là où on sait pas trop où foutent les âmes, soit au Tartare parce qu'ils sont très méchants, soit aux Champs-Élysées parce que ce sont des héros. Bref, donc c'est un petit peu comme ça que fonctionne la hiérarchie des enfers. Voilà, vous avez différents endroits avec différents trucs. Écoutez, il est pas plus méchant que ça, il a plein de serviteurs dans les enfers. Et puis en fait, les plus méchants, parce que Hadès n'est pas méchant, mais les plus méchants dans les enfers, ce sont des espèces de prêtresses un petit peu cheloues, qu'on appelle les Érinies. Voilà, ce sont les seuls qui sont réellement cruels, les Érinies, pour leur plaisir et uniquement pour leur kiff. Elles adorent torturer les âmes. Vraiment. Et c'est les seuls, tu ne peux pas les empêcher. Donc si elles ont décidé qu'elles allaient te prendre, te fouetter pour l'éternité, eh ben elles le feront. Voilà, c'est leur kiff. Les Érinies n'ont rien d'autre que ça. Voilà, elles viennent, elles adorent faire du mal aux gens. Voilà, c'est sympa. Exactement, ce sont des prêtresses qui foutent le sbeul et à qui tu ne peux rien dire parce qu'elles ont leur propre loi. Et même Hadès ne peut rien contre elles. Voilà, donc s'il y a une Érinie qui tombe sur toi et qui dit « Oh, toi tu vas être mon nouveau joujou », Hadès ne peut rien faire. Bref. Le mythe d'Hadès est forcément rattaché au mythe de Perséphone. Perséphone qui est la femme d'Hadès. Comment elle en est venue à être la femme d'Hadès? Bon. Thésée est pas très fort, il a quand même vaincu le Minotaure à main nue le bougre. Alors pas très fort par rapport à Héraclès. Voilà. Donc c'est pas le plus fort de tous les dieux. Embrouillé Mini, bonjour. Un nouveau live mythologie. Et oui, tu comptes faire des points sur la mythologie nordique un jour? Bah peut-être, Arcanox, peut-être. On n'y est pas encore. Non, c'est Thésée avec le Minotaure, tout à fait. C'est Thésée avec le Minotaure. D'ailleurs, c'est la copine Ariane qui va l'aider à s'en sortir. Pauvre Ariane qui va se faire abandonner, d'ailleurs, comme une merde. Bon, bref, ça, c'est un autre mythe que je vous raconterai un jour. Bref, on va revenir au mythe d'Hadès. Comment Hadès a rencontré Perséphone. Perséphone qui est la fille de Déméter et de Zeus. Déméter qui n'est pas la femme de Zeus, mais depuis quand est-ce que Zeus fait des enfants qu'à sa femme? Je vous le demande. Il a dû faire des enfants avec je ne sais pas combien de mortels, de déesses et de titanides différentes. Zeus qui d'ailleurs à un moment va même violer sa mère, ni plus ni moins. Non mais je vous dis, Zeus est un petit peu le pire des bâtards. Bref, adopte un dieu. Donc, un jour,
Zeus s'unit à Déméter, déesse de la moisson, de la fertilité, de l'agriculture, et vont donner naissance à la magnifique petite Perséphone, déesse du printemps, toute pipou, toute choupie, toute sage, toute mignonne. Bref, Perséphone souvent se balade dans les champs accompagnée de toutes ses nymphes. Et un jour où Hadès s'emmerde particulièrement, il va sortir sur Terre et se balader dans les prairies de Sicile. Et dans les prairies de Sicile, il va apercevoir une gamine avec ses copines là qui se baladent, qui font des trucs, qui se font un peu chier. Et il tombe désespérément amoureux de la petite Perséphone. Mais vraiment, c'est le coup de foudre instantané. Vraiment. Et là, il se dit « Oh my god, j'ai trouvé celle que je veux pour régner sur les enfers avec moi. » Perséphone, c'est sa nièce. Bon, encore une fois, je vous ai dit, frère, sœur, nièce, neveu, ils s'en foutent, les dieux, clairement. Il se dit, voilà, c'est bon, j'ai choisi celle que je voulais pour être la maîtresse des enfers avec moi. Vraiment. La famille, voilà, c'est des histoires de famille. Du coup, il va se dire, bon, on va aller demander à Zeus sa bénédiction. Du coup, il monte, il fait, au fait, Zeus, bon, voilà, comment ça va à l'Olympe, d'accord, bon, moi, je m'emmerde comme pas possible aux enfers. Mais je suis surtout tombée amoureux. Il dit ah super, c'est qui l'élu et tout, comment elle va et tout. Eh ben écoute, c'est ta nièce, c'est ta fille plutôt, il s'agit de Perséphone. Voilà, je suis tombée fou amoureux d'elle. Donc comment on se démerde au niveau du mariage, tu me l'amènes, je viens la chercher, les ch'tis à l'Olympe. C'est un peu ça. Coucou Cubitus. Merci. Souvenir de ma prof de maths. Ah trop chou, merci Cubitus. Bref. C'est le début, il a trouvé en Sicile la famille. Écoute. Bref, il s'en fout, il est amoureux de Perséphone, il veut Perséphone. Sauf que là, Zeus il se dit, oui, bon, d'accord. Sauf que là, il pense, ok, il est tombé amoureux de ma fille. Bon, ça, c'est pas bien grave. Ce qui est grave, c'est que sa mère, Déméter, va me tuer si je consens à ce mariage. Mais en même temps, si je ne consens pas à ce mariage, mon frère, Hadès, va me tuer. Ou alors risque de lâcher sur moi les titans qu'il a enfermés, les hécatonchires aussi qui sont bloqués au Tartare. Bon, Zeus il est un petit peu en mode bon, je sais pas trop quoi faire. Soit d'un côté je me mets à dos ma maîtresse, soit je me mets d'un côté à dos mon frère. Il dit bon, tu sais quoi, c'est un problème, tout à fait Rafou. C'est un problème. Il dit bon, alors, je te donne pas mon consentement, mais je te le donne aussi. Et là du coup Hadès il fait ça correspond à quoi? Il me dit écoute, tu sais quoi? Tu te démerdes. Voilà, on va dire que tu te démerdes. Je ne veux pas te mêler à cette histoire. Donc tu te débrouilles. À ce moment-là, Dice il fait ah bah d'accord, ok, bon bah il a pas dit oui, il a pas dit non. Ok, très bien. Les dieux c'est un peu des Tom Toretto, Fast and Furious, poussé à l'extrême, la famille avant tout. Mon dieu, c'est terrible. Maîtresse et sœur, exactement en Mini, puisque Déméter est aussi la sœur de Zeus. Non mais je vous ai dit, il faut pas chercher à comprendre. Quel problème, il avait 1000 maîtresses le mec. Non mais c'est terrible, hein, mais vraiment. Zeus en mode wink wink clin d'œil. Il est en mode bon, t'as pas le droit de l'épouser, mais tu peux l'épouser, d'accord? Je m'en occupe pas. Bref, donc à ce moment-là, Hadès retourne aux enfers et se dit génial, bon bah moi je vais kidnapper Perséphone. Parce que le consentement en Grèce antique, on s'en tamponne. Donc je vais retourner sur les plaines de Sicile et je vais la kidnapper. Bon, par contre, bon, pour s'approcher gentiment de la dite déesse, du coup Perséphone, il va y aller un peu en sneaky, tu vois. Pendant la première guerre de la titanomachie, les Cyclopes avaient donné à Zeus la foudre, à Poséidon le trident, et ils avaient donné à Hadès un petit cadeau, qui est un casque qui permet de rendre invisible celui qui le porte. Ce casque, c'est le Kouné. Je crois que ça se dit comme ça. Kouné, non, je pense que c'est Kouné, bref. Donc il se dit, je vais mettre ce casque, je vais m'approcher en sneak, et une fois que je suis à côté d'elle, je l'embarque et je l'amène avec moi aux enfers. Son plan a l'air de se dérouler à merveille. Du coup, c'est ce qu'il fait. Il met son petit casque, il s'approche en sneak, et hop, au dernier moment, il la chope. Il bondit sur elle, l'emporte sur son char et descend dans les profondeurs de l'enfer avec elle. Bon, la pauvre Perséphone, elle a rien demandé à personne, d'accord? Elle se retrouve un petit peu, voilà, dans la sauce. Bref, et donc pendant ce temps-là, les autres nymphes, elles ont tout vu, mais elles savent pas dire qui est-ce qui a enlevé Perséphone, puisque du coup, il y avait son espèce de casque, elles ont pas eu le temps de voir, puisqu'il l'a retiré au dernier moment pour embarquer Perséphone. Déméter, au bout d'un moment, se met à chercher sa fille. Parce qu'elle l'attend pour dîner, évidemment. Elle dit, mais quelqu'un a vu ma fille ou pas? Enfin, je la vois pas. Évidemment,
Tout le monde fait genre non, on sait pas trop. Il y a des gens qui commencent à se douter, hein, parce qu'évidemment il y avait des petits bruits de couloir en mode ouais, Hadès, il a flashé, super c'est fun, nanani nanana. Bref. Avec ce casque, il peut pas terroriser ses ennemis. Ah si, je pense qu'il peut terroriser. Hein. Arrête ton chat. Bref. Donc, il emporte Perséphone aux enfers. Déméter continue à la chercher partout. Et personne n'a vu Perséphone. Non, personne. On sait pas où elle est. Bon bref. Elle va chercher partout. Dans toutes les contrées, dans tous les lacs, toutes les nuits, tous les jours, elle cherche, elle ne trouve pas Perséphone, putain. Elle se dit, mais où est ma putain de fille? Je la cherche partout, elle est désespérée, cette pauvre Déméter. Bref, personne veut lui dire, c'est fou, quoi. Et surtout pas Zeus, parce que Zeus, il sait plus ou moins qui est-ce qui a fait le coup, et il veut pas d'emmerde avec sa maîtresse. Bref. Il y a une personne qui va avoir pitié d'elle. Une personne qui va beaucoup compter. Il s'agit d'Hécate. Hécate, qui est la déesse, une des déesses de la fertilité, parce qu'il y en a plein, ok, qui est une déesse de la fertilité, une déesse de la nuit, c'est la déesse de la pleine lune, c'est la déesse des sorcières. Hécate, c'est un petit peu la déesse qui est à cheval entre la gentillesse et la méchanceté. Hécate, elle est comme ça, d'accord? C'est un peu un genre de justice un peu, bon, approximative. Mais c'est Hécate qui va avoir pitié de Déméter et qui va lui dire, bon, je vais t'aider. On va poser la question à Hélios, Hélios, dieu du soleil, qui voit tout. Voilà. La déesse passif-agressif, c'est un peu ça. Voilà. D'ailleurs, Hécate qui est la seule personne qui descend aux enfers, rendre visite à Hadès, de manière volontaire. Voilà. Personne ne veut descendre aux enfers, tout le monde déteste les enfers, sauf Hécate qui, de temps en temps, va rendre visite à Hadès, taper une petite bière, et puis remonter après sur la surface. Une déesse bombasse qui raconte des mythes des dieux. Merci Camilla, t'es trop mignonne. Venant de toi, surtout. Elle fait le grand Hécate entre le bien et le mal. Oh. Coucou Juan, ça va et toi? Bref, elle va lui montrer, enfin, elle va l'amener à Hélios. Et c'est Hélios qui va lui dire, bon, cette fois-ci, Déméter, moi j'ai tout vu. D'accord? Je vais te le dire, au risque de m'attirer des ennuis. Mais c'est Hadès qui a fait le coup, c'est Hadès qui retient ta fille, et Perséphone, du coup, est coincée aux enfers avec Hadès, qui l'a enlevée. Du coup, là, Déméter pète un câble. Elle remonte à l'Olympe, et elle dit à Zeus, comment oses-tu me faire ça? C'est honteux! Non, vraiment, elle pète un câble. Et elle se dit, j'exige sur le champ qu'on me rende ma fille. Sinon, tous les champs, tous les animaux, plus rien. Moi, je fais venir une sécheresse mondiale. J'en ai strictement rien à faire. Et elle peut mettre ses menaces à exécution, puisque c'est elle qui gère en fait la sécheresse, le bon déroulement de la fertilité sur Terre. Vraiment. Elle est terrible. Bien le bonjour Simbals, coucou. Donc là, elle dit, maintenant ça suffit, si on me rend pas ma fille, les humains ne mangeront plus. Non mais vraiment. Du coup, Zeus, il dit ouais, bon, ok, il sait pas trop quoi faire. Hein. Vraiment. Elle a inventé les grévistes de la CGT. Exactement. Elle fait grève. Donc elle décide de descendre de l'Olympe, elle dit je ne remonterai pas à l'Olympe et je ne remettrai pas les champs tels qu'ils sont tant qu'on m'aura pas rendu ma fille. Ok, elle met sa menace à exécution, elle se casse, elle se barre de l'Olympe. Et là, toute la planète devient asséchée. Il n'y a plus aucune récolte qui fournit des fruits. Tous les animaux meurent, il n'y a plus rien à graille. Les humains sont en train de mourir, tous un par un. Elle se dit comme ça, le bon Hadès, là, il va avoir du taf, ce bâtard. Il va me rendre ma fille, surtout. Bref. Déméter est super énervé et en colère. Hadès s'en fout un peu, il ne veut pas lui rendre Perséphone, il a dit non, moi je garde ta fille. Bref, et là Zeus vraiment, il commence à un petit peu dépérir sur son nuage parce qu'il se dit bon, si jamais tous les humains meurent, qui va nous prier, hein? Qui va nous craindre? Sur quoi je vais régner? Puis surtout, ça m'enlève aussi une bonne partie de mes futures maîtresses. Bah oui, parce que Charo comme un jour, Charo toujours, évidemment. Donc là, il se dit, bon, qu'est-ce qu'on va faire? Il dit, bon, je vais descendre aux enfers, je vais un petit peu négocier avec Hadès, on va voir ce qu'on peut faire. Il va voir Hadès, et il lui dit, bon, maintenant, mec, il va falloir vraiment que tu rendes Perséphone, parce que là, tous les humains sont en train de mourir. Et tu vas te prendre une vague de taf tellement ingérable que jusqu'à la fin de tes jours, tu ne vas pas avoir de répit. Donc faut que tu rendes Perséphone. Ce n'est pas possible. Vraiment. Il en va de la survie de tous les humains, mais surtout il en va de ta propre santé mentale parce que le burn-out te guette, frère. À ce moment-là, Hadès dit, le problème, c'est qu'il y a une loi qui fait que si tu manges la nourriture des enfers, tu ne peux plus monter sur Terre.
Donc c'est pas possible en fait. Moi je ne peux pas te rendre Perséphone. Ça fait quelques semaines qu'elle est avec moi. Je peux pas te la rendre. C'est foutu. Au pire, Hadès fait grève aussi. Ou au pire, oui. Et le pauvre Charon se retrouve avec un fleuve débordant. C'est terrible. Déméter et Déter. Déméter est totalement Déter. Des paysans qui se disent Éméter. Déméter. Bien joué. D'où l'extinction des dinosaures. Exactement, on est le point d'exception. Perséphone, elle en dit quoi? Perséphone, elle a juste envie de remonter sur Terre. Elle veut retrouver sa maman. Et donc à ce moment-là, Hadès dit non, c'est pas possible, je peux pas te rendre Perséphone parce qu'elle a goûté la nourriture des enfers, je ne peux pas te la rendre. Et là, à ce moment-là, Perséphone, elle dit non, c'est faux. Moi, j'ai rien mangé parce que je suis tellement triste qu'on m'a enlevé que j'ai rien mangé. À ce moment-là, Déméter, elle dit bah c'est bon, tu me la rends. Elle envoie Hermès aller chercher Perséphone. Au moment où Hermès va chercher Perséphone, là, il y a un petit jardinier des familles qui voit Hermès commencer à porter Perséphone pour la remonter à la surface. Et le jardinier, il fait non. Non, tu vas pas la remonter parce que elle a mangé la nourriture du monde des morts. Non. C'est une grosse mytho. Je l'ai vu. Moi, je suis jardinier, d'accord. Comment il s'appelait déjà le jardinier? Il avait un nom genre Asclaphos ou je sais pas quoi. Ouais, je crois que c'était Asclaphos. Bref. Des bisous, merci Camilla, j'espère que toi aussi tu vas bien. La poucave, exactement. Asclaphos, la poucave, qui est un des jardiniers des enfers, il dit non, moi j'ai vu Perséphone bouffer précisément 7 grains d'une grenade qui venait des enfers. Donc c'est foutu, Perséphone reste ici. Déméter va péter un câble, évidemment. Du coup, elle va transformer le pauvre jardinier en chouette. Bon, tu me diras, il y a pire comme châtiment, c'est ok. Mais donc du coup, Perséphone se retrouve systématiquement coincée aux enfers. Mais Déméter n'en démord pas, elle fait « je m'en fous, sécheresse continuera sur Terre ». Voilà, vraiment. Donc là, on se retrouve dans une putain d'impasse dans laquelle Zeus ne peut pas s'extirper. Tous les humains sont en train de crever. Hadès ne veut pas rendre Perséphone puisque selon les lois des enfers, il ne peut pas la rendre. Et Déméter ne veut pas entendre tout de cette oreille. C'est foutu. Les pires heures de notre histoire. Exactement. Donc... Qui a raison? Du coup, Hadès, il peut pas la rendre. Perséphone, c'est foutu. Il y a plus... C'est une impasse. On sait pas quoi faire. Et évidemment, à chaque fois qu'on se retrouve dans une impasse, et bah, qu'est-ce qu'on fait? On appelle sa maman. Et oui, même les dieux, ils sont en mode maman, viens m'aider, j'arrive pas. Surtout qu'en plus, la mère de Zeus, c'est aussi la mère de Déméter, qui est aussi la mère d'Hadès. Donc évidemment, c'est le sbeul chez tous ces enfants. Une des rares titanides qui se fait pas retrouver au Tartare. Et leur maman, à savoir Rhea. Du coup, Zeus va voir Rhea en chouinant, en disant « Mais maman, mais c'est chiant, je sais pas quoi me faire !» Bref, donc il va chouiner. Merci Kouja. Merci pour le 4e mois. Po po po. Merci infiniment pour le 4e mois. On se rend compte que c'est la chouette d'Harry Potter. Peut-être pas. Ingérable ces bestioles. Ah mais toujours, vraiment. C'est la solution à tout. Dès qu'il y a un souci, il faut appeler sa maman. Du coup, c'est Rhea qui va faire, bon, écoutez. Et là, il va falloir qu'on coupe la poire en deux. Enfin, qu'on coupe Perséphone en deux, finalement. Elle peut pas revenir tout le temps sur Terre parce qu'elle a bouffé la nourriture des enfers. Mais en même temps, Déméter, bon, il faut pas non plus qu'elle anéantisse toute l'humanité. Donc ce que je propose, c'est que la moitié du temps, elle vive sur Terre avec sa maman. L'autre moitié du temps, elle vit sur Terre avec son époux. Qu'on lui a attribué de manière totalement arbitraire, hein, ni plus ni moins. Du coup, on va faire comme ça. Petite garde alternée, tout à fait, Thioma. Garde alternée. Et c'est de là que viennent les saisons, finalement. Puisqu'en hiver, lorsque Perséphone retourne auprès de son mari dans les enfers, Déméter pleure le départ de sa fille, et du coup rend la terre infertile. Et c'est de là qu'on a le printemps, l'été, l'automne et surtout l'hiver, où plus rien ne pousse en hiver. Puisque Perséphone est retournée voir son mari Hadès. Donc actuellement, elles sont ensemble. Exactement, Kénessao, là, en cette période de l'année, Déméter et Perséphone, elles tapent leur meilleure vie dans les champs de Sicile. Elles sont bien. Son mari qui est aussi son oncle, exactement, heuristique, ça c'est sûr. Déméter qui est aussi la sœur de Zeus, qui est aussi son mari. Bref, c'est le Maxis Bull. Voilà. Tu parles d'Hadès et Apollon, tu penses quoi des idées codes à Brest? Je sais pas. Je ne sais même pas ce que c'est, Holy Covid. Vraiment, je sais pas du tout. La mère doit être déprimée de ouf avec ses bolos. Bah, Déméter, disons que faut pas la faire chier, quoi. C'est Déméter, tout ce qu'elle a, c'est sa fille.
Et c'est tout. Parce qu'en soi, elle s'en fout un petit peu de Zeus. Voilà quoi. Cette consanguinité. Ah mais alors totale, hein, Yael. Hein. Tout le monde couche avec tout le monde à l'Olympe, vraiment. Hein, c'est... Je vous ai dit, c'est l'Olympe à Mykonos. C'est vraiment une télé-réalité. Hein, coucou Yo, ça va et toi? Donc la nana perd son faune et se retrouve avec ce bordel climatique. Merci. Oh mon dieu. La consanguinité à cette époque, c'était quelque chose. Ah mais il y avait que ça. Hein. Il y avait vraiment que ça. L'Olympe, c'est une orgie. Exactement. C'est vraiment ça. On peut déduire du réchauffement climatique que le contrat avec Hadès prend fin. Ah, c'est intéressant. Oui, bah pourquoi pas, viewer lambda. Après, finalement, Hadès et Perséphone, ça a quand même été un couple qui s'entendait bien. Le syndrome de Stockholm est passé par là. Elle a fini par accepter son sort et elle a fini par plus ou moins kiffer son mari. Bon, même si, pendant un moment, elle est tombée aussi amoureuse d'Adonis, le fameux gamin dont était aussi amoureuse Aphrodite, le mythe d'Adonis dont je vous avais parlé la dernière fois, qui est un mythe assez chelou par ailleurs. Et finalement, quand Adonis va mourir, Perséphone va le récupérer tout à lui. Voilà, voilou. Babarbe, bonjour. Voilà. L'arbre généalogique circulaire. Oui, un petit peu ça. C'est peut-être pour ça qu'ils étaient tous un peu tarés, les dieux, finalement. Hein. Je suis bien content que les traditions d'Olympe ne suivent pas totalement la même généalogie, sinon ce serait toute une histoire. Il y a beaucoup... Alors, dans les traditions d'Olympe, si tu parles du webtoon, il y a quand même beaucoup de détails qui concordent dans la généalogie, d'ailleurs. Et ça, c'est plutôt cool. Comme dirait un grand philosophe, Doubis, t'as une grosse consanguin. C'est terrible. Bref, donc du coup, ils se sont plutôt bien entendus au cours de leur vie. Et il y a une fois où même ils vont se trouver cléments, puisque vraiment, Hadès, je vous l'ai déjà dit, il a laissé sortir pas mal de gens des enfers et a transgressé plusieurs de ses lois. Et il y a quelques mortels qui ont eu la chance de pouvoir sortir plus ou moins vivants de l'enfer, puisqu'il y a Thésée qui s'est assis sur la chaise de l'oubli, qui va venir se faire chercher par son poteau Hercule. Ils vont réussir à sortir tous les deux. Mais il y a surtout un mythe qui est excessivement connu, qui montre un petit peu la clémence de Perséphone et d'Hadès. Il s'agit du mythe d'Orphée et d'Eurydice. Mythe excessivement connu où Orphée va faire le plus gros misplay de toute sa putain de carrière lorsqu'il va vouloir sauver sa femme Eurydice. Bref, Orphée, je vous raconter très vite fait. Orphée, donc, qui est un excellent poète et musicien sur Terre. On raconte presque du coup qu'il est l'enfant d'Apollon. Finalement, ce qui n'est pas vrai. C'est un peu le protégé, le petit chouchou d'Apollon, mais Apollon n'est pas son père, puisque Orphée est le fruit d'un mortel et d'une nymphe qui s'appelle Calliope, tout simplement. Orphée de la lyre, exactement. Alors Orphée d'ailleurs se fait offrir une lyre par Apollon, qui est le dieu protecteur des musiciens, et il reçoit un talent immense de musicien et de poète, vraiment. Et c'est absolument... son talent est incroyable. Voilà. Fallait pas se retourner. Exactement. Bref, et donc du coup, Orphée tombe fou amoureux un jour d'une jeune fille qui s'appelle Eurydice. C'est la plus belle, vraiment. Il tombe fou amoureux d'elle. Il décide de l'épouser. Mais le jour de ses noces, il y a... je sais pas pourquoi, il y a la poisse. La pauvre Eurydice se fait graille le yep par un serpent qui va la tuer sur le coup. Mais genre, vraiment. Tu es quelle déesse exactement? Non, parce que pour t'y connaître, autant sur la mythologie grecque, tu as forcément vécu sur l'Olympe. Exactement, ma jeunesse éternelle, et j'ai toujours 20 ans. Oui, bien sûr. Alors moi, je suis Hécate, je ne suis pas une déesse olympienne. Mais c'est pas grave. C'est cool quand même. Bref. Donc, Orphée va tomber amoureux d'Eurydice, la pauvre Eurydice va se faire graille le yep le jour de ses noces. Du coup, le pauvre Orphée va même pas pouvoir profiter de sa femme, puisqu'elle va tout de suite être amenée aux enfers. Orphée ne va absolument pas bien le vivre, tu m'étonnes. Et il va décider de négocier avec les enfers. Il se dit, bon, je sais pas encore si je vais y arriver, mais on va le tenter, d'accord? Non, je fais pas partie des 12, non, ça c'est sûr. Non, mais c'est terrible de vivre là-haut, tu t'en fais chier en plus, bref. Donc, Orphée descend aux enfers, il va voir Hadès, il va voir Perséphone. Sauf que Hadès et Perséphone sont en mode, mec, que fous-tu là?
qu'est-ce que tu fais là? Tu n'es pas mort. Elle a dit alors oui, bon, je suis pas mort. Par contre, aujourd'hui c'est mon mariage et aujourd'hui ma femme est morte. Donc si ça vous va, est-ce que vous pouvez me la rendre? Parce que le traiteur il nous a fait un gâteau là-haut qui m'a coûté une demi-couille, frère. Donc ce serait cool que tu me la rendes pour les photos de mariage. Au moins ça, s'il te plaît. Évidemment, avec cette véhémence, Hadès fait péter des RT qui non. Perséphone répond la même chose. Du coup, il se met à chialer. Et dans ses pleurs, il sort sa petite lyre là que lui avait offert Apollon, une lyre magique à 9 cordes. Il se met à chanter et à faire des poésies, etc. Tout le monde dans les enfers ferme sa gueule. Écoute le talent d'Orphée. Même les Érini, ces vilaines déesses qui donnent des coups de fouet à qui veut, non à qui veut pas surtout, c'est le principe. Même les pires la pire création des enfers que sont les Érini arrête les coups de fouet et les tortures pendant un petit moment rien que pour l'écouter. C'est vous dire à quel point ce mec a un talent incroyable. Bref. Donc, à ce moment-là, Hadès lâche une larme et finit par dire bon, écoute, ok. J'avoue qu'on est un petit peu deg pour ton gâteau de mariage et ton traiteur. Le problème, c'est qu'il y a des règles aux enfers. Bon, je pense pas qu'Eurydice elle ait encore eu le temps de grailler la nourriture des enfers, donc elle est peut-être sauvable. Tu peux l'emmener hors des enfers et la ramener sur Terre, à la seule et unique condition que tu ne te retournes pas. Voilà, c'est la seule et unique condition. Si tu ne te retournes pas, elle pourra sortir avec toi, elle pourra revivre. Il a dû chanter bande organisée. Sur bande organisée, tout le monde a pleuré, exactement. Bref. Jean-Michel, j'ai du talent, bonjour. Ah, c'est vraiment son talent qui va le sauver. Qui fait de la musique en pleurant. Oh, beaucoup de gens, Yael, beaucoup de gens. Bref. À ce moment-là, Orphée dit ok. Et il y a quelque chose que je trouve très beau dans ce mythe. C'est que Hadès lui répète « Je ne pourrai rien pour toi si jamais tu te retournes. » D'accord ? Tu es désormais seul détenteur du destin d'Eurydice. Aucun dieu ne pourra t'aider. Et ça, c'est super important. Parce vous le verrez plus tard, il va l'oublier. Mais Hadès lui dira « Moi, je ne pourrai plus rien pour toi. Zeus ne pourra plus rien pour toi. Tu es seul détenteur du destin d'Eurydice. La seule chose que tu as à faire, c'est sortir. Elle te suivra sans jamais te retourner. Retourne-toi une fois que vous êtes tous les deux arrivés sur Terre. Sinon, non. » Là, il dit « Ok, Nossos, je respecte. On y va. » Il remonte petit à petit le chemin, en sachant qu'Eurydice la suit derrière lui. Enfin, il ne peut que se douter si elle se suit s'il la suit ou pas. Le chemin est long, il est fastidieux, il est dur. Il se dit putain, mais j'espère qu'il s'est pas foutu de ma gueule, ce abruti, et qu'elle me suit vraiment. Mais je ne peux pas me retourner pour le savoir. Bref, le chemin est vraiment, vraiment, vraiment long. Au bout d'un moment, il voit une petite lumière comme ça, qui lui annonce qu'il est près de la Terre et qu'il va bientôt remonter à la surface. Il est soulagé, ça fait des heures qu'il marche dans le silence, dans les enfers, un endroit plutôt hostile, qui pue, d'accord ? Et là, au moment où il voit la lumière de la Terre, il fait « Oh putain, on y est presque ! T'as vu, on y est presque !» Et en faisant ça, il se retourne. Réflexe, exactement. Le réflexe, au moment où il se retourne, il voit Eurydice qui se fait happer par les enfers. Mais en 2 secondes, hein. Bravo le veau. Ah bah c'est bien, Nils, super. Voilà, il avait qu'une chose à faire, c'était de ne pas se retourner. Il s'est retourné, voilà, à quelques mètres de la sortie des enfers. Voilà, c'est terrible. Il redescend aux enfers, il rechiale avec sa lyre et tout, etc. Hadès lui a dit, attends, mon coco, tu te fous de ma gueule, là. Tu te fous vraiment de ma gueule. Je t'ai dit, tu es le seul détenteur de son destin. Et tu l'as tué, je t'ai dit, je ne peux plus rien... C'est foutu, là. Je suis deg. Ah bah oui, mais bon. Quel con. Ah oui, bah non, mais là... C'est terrible. Mais c'était sûr, en fait, c'était sûr. Non, là, il n'y a pas de deuxième chance, hein, c'est foutu. Non, vraiment, c'est... Il a oublié la liesse que lui a apporté la lumière du jour, en fait, l'a oublié. Orphée gros con. Ah, mais vraiment, c'est un gros con. Ah bah c'est bien, Nils, super. T'es vraiment qu'un sale petit con, hein. Niveau discrétion, c'est assez... C'est Clara sur assez. Non, mais c'est ça. Il fait pas d'effort. Mais non, mais il fait pas d'effort. Du coup, bah, il remonte à son mariage et il bouffe tout seul sa pièce montée et ses photos de mariage seront gâchées à jamais. Voilà. Pauvre con d'Orphée.
Voilà, c'est nul. C'est aussi simple que ça, le mythe d'Orphée et d'Eurydice. Ouais, c'est vraiment triste. Alors que pour une fois, Hadès avait été gentil, quoi. C'est terrible. Mais voilà, quoi. Orphée, il a juste voulu vérifier qu'il n'y avait pas d'arnaque sur la marchandise. Bah, parce que pendant un moment, il psychotait, il disait « Je pense qu'il s'est foutu de ma gueule, Hadès, en fait, ma femme me suit pas du tout. Mais si je me retourne pour voir s'il m'a trahi ou pas, si elle est vraiment là, elle va décéder. » Non, mais il a juste oublié. Hein. Il a juste vraiment oublié, c'est tout. Hein. Toujours la faute des intermittents, de toute façon. Putain de Toad, la violence. Gros con, mais talentueux, ne l'oublions pas. C'est vrai. Il était béni des dieux, hein, vraiment. Voilà, c'est ça. Hein. C'est le moment d'expliquer ça à la belle famille. Alors, tu l'as retrouvé? Alors oui, mais non. Il se fait tuer par les nymphes après. Il me semble qu'il se fait tuer par... Soit il se fait... Alors, ça dépend des versions. Il y a une version où Zeus le foudroie. Et il y a un autre moment où il se fait buter par les nymphes, etc. Effectivement, parce qu'il a pas pu la ramener. Pire, il prend un mannequin pour les photos. C'est ça. Il fout une perruque à une nymphe et il fait vas-y, souris pour la photo. Voilà, c'est juste pour les beaux-parents. J'ai les photos de mariage. Il a pas été béni des dieux par son intelligence. Non, ça c'est clair. Il a cru qu'il était chez lui et puis c'est tout quoi. Ou même lui lancer un tu es là. Alors c'est vrai, je sais pas s'il avait le droit de lui parler. Ça c'est une vraie question, putain. Parce qu'il aurait pu dire t'es derrière, hein, tu me suis? Oui, mais ça aurait pu être n'importe quelle fille qui fait oui, oui. En fait, c'est un putain d'hécatonchire qui attend derrière. Ou une Erini avec une cravache dans la main, tu sais, en mode. Tu vas te retourner, tu vas perdre. Non, le pauvre. Dans mes souvenirs, elle répond jamais. Oui, alors c'est possible s'il lui pose des questions, ouais. Du coup, s'il a rencontré Zeus, on peut dire qu'il a eu un coup de foudre. C'est peut-être ça, ouais. Il semble qu'il ne peut ni la voir ni l'entendre. Ok, Toad, merci pour les précisions. Et oui. Il avait pas le droit, sinon il aurait fait ça au début, c'est peut-être ça, ouais. Normalement, tu connais la voix de ta fiancée. Oh, si elle est loin derrière, tu sais, tu reconnais pas trop. Hein. Vous savez ce qu'on dit? Who does the malin falls in the sticks. Oh, j'aime beaucoup cette version yours. Orphée inconsolable, il descend à sa suite après avoir endormi sa musique enchanteresse Cerbère, le monstrueux chien à 3 têtes qui garde l'entrée, et le terrible Zéménide peut approcher le dieu Hadès et son épouse Perséphone. Il parvient grâce à sa musique à le faire réfléchir. Celui-ci le laisse repartir avec sa bien-aimée à la condition que si elle le suive en silence. Ok, merci pour la précision. Et qu'il ne se retourne ni ne lui parle tant qu'ils ne seront pas revenus tous les deux du monde des vivants. Merci The Answer de nous donner la réponse. Oh, ça correspond à ton pseudo, c'est magnifique. Bon bref, voilà quoi. L'acoustique des enfers. Ouais, j'avoue, ça va pas être tip top, hein. Mais ouais. Ce que le mythe ne dit pas, c'est qu'elle lui tape en permanence sur l'épaule en lui lançant des à l'oreille. Merci de me rendre. Merci Isa pour les 100 bits. Bonjour. J'espère que tu vas bien. Bonsoir Ven. Attends avec impatience l'histoire de la pire des créatures que je connaisse. Les Korrigans, car la morale, c'est que c'est nous le monstre. Ah, je la connais pas l'histoire des Korrigans. J'irai me renseigner alors. Du coup, tu crois que Claude François a rencontré Zeus? C'est méchant. Bonjour Cap aussi. Perséphone aussi, c'est le syndrome de Stockholm dans la mythologie. Ah oui. Oui, elles sont plusieurs à avoir pécho le syndrome de Stockholm dans la mythologie, hein, vraiment. Il y a la déesse Leto. Excellente transition. Enfin, alors, ça dépend des versions. Il y a des versions qui disent que Leto est une déesse, il y a des versions qui disent que Leto est une mortelle. Mais la version la plus répandue, c'est que Leto était une titanide. Voilà. Excellente transition pour dire que Leto a souffert aussi du syndrome de Stockholm que lui infligeait Zeus. Jared. Non, c'est pas Jared. Puisqu'on va parler du mythe et de la naissance d'Apollon, le plus beau dieu de l'Olympe, et qui lui d'ailleurs fait partie d'un des 12 Olympiens, comme Hadès, mais pas comme Perséphone d'ailleurs. Perséphone n'est pas une Olympienne, évidemment. Yo Hadès, tu t'es retourné? Oui. Toi perso, tu trouves qui le plus horrible, Hadès ou Arès? Ah, Hadès, non, mais il est clairement pas le plus horrible. Le plus horrible, c'est potentiellement Apollon. Je m'apprête à vous raconter. Mais Arès, il est horrible. Hein. Celui qui a manipulé les humains pour qu'ils fassent la guerre, ou le dieu des enfers. Le dieu des enfers n'est pas horrible. Non, non, non. Il est plutôt juste. Bon, il est un peu colérique comme beaucoup de dieux, mais Hadès, il est pas si redoutable. Arès est redoutable. Apollon est un enculé fini. Alors Apollon, c'est un dieu qui est horrible parce que on a l'idée d'un Apollon qui est adorable, qui est très gentil, qui est très beau. Pas du tout. Hein. Apollon est un putain de bâtard. Dans tous les sens du terme, Apollon est un bâtard.
Je pense que c'est l'un des pires. Poséidon, il est bien chiant aussi, sa mère. Vraiment, Apollon, il est terrible. Voilà. Je vais vous raconter le mythe d'Apollon. Apollon, c'est un peu le gamin capricieux, ingérable, qui ne sait pas gérer sa colère. Un peu comme Arès. Hein. Arès, c'est le dieu de la guerre. Arès, dès qu'il passe, tout le monde trépasse. Kalash, Arès, ok. Tier list des pires dieux. Apollon, il est malin, il est beau, il a du talent, mais Apollon ne sait pas contrôler sa colère. Apollon ne sait pas contrôler, comme Zeus, à l'instar de son papa, ne sait pas contrôler ses pulsions. Apollon est un bâtard, hein, vraiment, c'est terrible. Le mythe d'Apollon va naître justement de Leto. Leto qui est potentiellement une titanide du coup, ou une déesse, ça dépend des mythes. Je pense que dans la seule que je préfère, c'est une titanide, bref. Leto est une titanide, et Zeus va jeter son dévolu sur cette magnifique titanide qui s'appelle Leto. Et puis il va pas arrêter de la presser, hein, comme un citron. Non, c'est pas ça l'histoire, bref. Il va la presser, il va lui faire la cour tous les jours. Il insiste, parce qu'il a très envie de faire une bonne partie de Scrabble avec Leto. Ce qui n'est pas du tout au goût d'Héra. Héra, évidemment, qui est la femme de Zeus à cette époque-là, puisqu'il y a eu plusieurs femmes. Héra, la troisième femme, d'ailleurs, de Zeus. Héra, bon, déesse du mariage. Elle en a un petit peu marre que son mari la trompe à tout va, et à tour de bras. Elle en a marre. Du coup, un jour, elle dit à tous les dieux de l'Olympe, venez, on l'emprisonne ce bâtard, parce que je sens qu'il va bientôt me retromper avec Leto, parce que ça fait des semaines qu'il lui fait la cour, et je commence à un petit peu en avoir plein le derche. Ça grésille un peu. Oh non, merde. Oh là là. Bon, on va voir si ça continue, tu me tiens au courant. Bref. De ouf, ah non. Vu que techniquement ils ont été créés par Zeus, c'était des armes pures et bonnes, ce sont les autres dieux qui les ont manipulés, c'est pour ça que c'est devenu la D. 2. J'ai pas suivi. La barbe. C'était le téléphone, je pense. Ça grésille il y a 10 ans. Ah bon? Mais c'est bizarre. Genre interférence? Ok, Max, bye. Merci le roi Arthur pour le 3e mois. Je crois que c'est mon sub qui grésille. C'est très bizarre. Le GSM grésille. Bah merde alors. Les humains avaient-ils vraiment d'être manipulés pour se faire la guerre? Ah oui, d'accord, pardon, merci. Barbe, merci, d'accord, ok. Ça marche. Je vous laisse des bisous, Tibi. Plein de bisous. C'est le cellulaire qui grésille. Bon. Au pire, je me fous en mode avion. Mais c'est comme un monde. Je vais me mettre en mode avion. Bref, donc la titanide Leto. Donc, un moment, pour revenir à l'histoire. Donc, Héra, elle sent qu'il n'arrête pas d'être pressant avec Leto. D'accord? Donc, Héra, elle en a un petit peu marre. À chaque fois, Zeus la trompe. Donc, elle décide de prendre tous les dieux olympiens en leur disant, ça vous va si on attache Zeus? Comme ça, il va pas aller faire une partie de Scrabble avec Leto. À ce moment-là, les dieux sont en mode, bah ok, on va t'aider, pas de souci. Ils attachent Zeus. Zeus dit, PTDR, vous êtes qui? Moi, je suis le roi des dieux, j'ai vaincu les titans, je me bats contre des géants. À quelle heure vous allez m'enfermer pour m'empêcher d'aller faire une partie de Scrabble avec une personne? D'accord? Du coup là, Zeus pète un câble, arrache ses chaînes sans mal, absolument sans mal. Et là il dit, ok, cette fois-ci, Héra, tu vas pas m'empêcher. Et cette fois-ci, c'est moi qui t'enferme. La pauvre Héra se retrouve pieds et poings liés à des enclumes. Ce qui laisse tout loisir à Zeus d'aller conquérir Leto. Du coup, il va courir après la pauvre Leto. Et cette fois-ci, Leto, elle n'arrive pas trop à résister à lui. Elle va finir par s'abandonner à Zeus. Parce que syndrome de Stockholm à l'époque, tu connais. Leto qui est d'ailleurs, si c'est une titanide, Leto qui est censée être sa tante. Voilà, ni plus ni moins. You know, Jon Snow, Daenerys, voilà, hein, dans le même bail. Et il lui fait des enfants. Ouais, enfin, il va lui faire des enfants. Leto apprend qu'elle est enceinte. Quelques semaines plus tard, Zeus hurle de joie. Un cri qui va retentir dans toute l'Olympe et qui va avertir Héra que Zeus va être papa. Et Zeus se dit, yes, enfin, je vais être papa, je veux un fils, je veux le plus beau fils de toute l'Olympe. Ça va être mon chouchou suprême. Sa chouchoute, c'était Athéna, d'accord? Son chouchou, il dit, ça va être ce gamin. Ça va être le plus beau, d'accord? Héra, finalement, arrive à se défaire de ses chaînes. Et elle se dit, très bien, moi vivante,
ce gosse ne verra pas le jour. Attends, mais tu m'as spoil. Ah oui, non, mais c'est le principe d'une histoire que je raconte. Qui prend. Bien joué, les bébés un peu mal formés. Athéna, c'est la fille de Métis, ou Tétis, c'est la fille de Métis, et non Tétis, Zisodrome, tout à fait. Métis d'ailleurs qui est la première femme de Zeus. Bref. Héra dit, moi vivante, ce gamin-là ne verra jamais le jour. Elle appelle Gaïa, déesse mère. Ouais, salut Gaïa, ouais, tu vas bien? Ouais, tu pourrais faire un petit truc pour moi, s'il te plaît. Est-ce que tu pourrais créer un monstre, un truc bien dégueu, tu vois? Genre un peu comme un truc horrible là que tu sais faire avec tous tes titans, tes hécatonchires et tout. Tu peux me créer un truc immonde, voilà. Tu vas la lancer à la poursuite d'une titanide. Ouais, Leto. Tu vois? D'accord. Je veux qu'elle la bouffe. Je veux que jamais ces gosses ne voient le jour et elle non plus, d'accord? Tu m'en débarrasses. Merci beaucoup, allez, bisous, ciao. Bisous, bisous. Elle raccroche. À ce moment-là, Gaïa crée un monstre absolument immonde. Un serpent géant qui s'appelle Python. Ah. Oui, va chercher l'originalité là-dedans, il n'y en a pas. Et Héra va lancer le Python à la poursuite de cette pauvre Leto qui, elle, n'avait rien demandé. Hein. Elle s'est juste fait scrabled par Zeus au milieu d'un fourré, d'accord? Et elle se dit, très bien, bon, là, il va falloir que je me casse, d'accord? Il y a un monstre géant à ma poursuite. Et moi, je suis enceinte. Bref. C'est terrible. Les dieux qui font des orgies pendant ce temps, Gaïa, elle joue à Pokémon. Natsun. Oh putain. Le langage de programmation qui révolutionne le monde aussi. Exactement. Bref. Donc la pauvre Leto, elle se casse. Elle essaye comment dire, de partir très très loin de ce python en question. Elle va frapper aux portes en espérant qu'elle puisse se réfugier. Sauf que Héra, elle avait dit quiconque aidera Leto, je le dézingue. D'accord? Du coup, personne veut aider Leto. Tu m'étonnes. Personne n'a envie de se retrouver complètement goumé par notre amie Héra. Du coup, Leto, elle est sur le point d'accoucher. Elle va trouver refuge sur une île. Parce que rien n'est plus important que la famille, finalement. Oui, même si c'est son neveu qui l'a mis enceinte. Bon, bref, c'est pas grave, d'accord? Elle va trouver refuge sur une petite île de la mer Égée qui s'appelle Astéria. Astéria qui n'est autre que sa sœur. Oui, sa sœur est une île. Je sais que c'est bizarre, mais ça vient d'un mythe où, en fait, Zeus, qui n'arrête pas de courir après les filles, d'accord? Il courait contre la pauvre Astéria, la sœur de Leto. Astéria ne voulait pas, mais elle ne voulait pas de Zeus, vraiment. Et un jour, elle en a eu tellement marre de se faire courir après par Zeus qu'elle décide de mettre fin à cette souffrance et elle se jette dans la mer Égée et son corps va se transformer en île, la petite île d'Astéria. Du coup, Leto y pense, elle se dit peut-être que sur Astéria, ce sera le seul endroit où je vais pouvoir accoucher. Loin du python, en fait, tout simplement. Elle a goûté au grand serpent de Zeus, maintenant elle va goûter au gigantesque serpent d'Héra. Putain, que tac. Faut le dire avec cette musique-là, en fait. Comme dans Fast and Furious. Héra, la déesse des cocus aigris. La pauvre. La pauvre Héra, putain. Coucou Mina. Bref, donc elle va se réfugier sur l'île d'Astéria. Et il était temps parce qu'elle est en train d'accoucher, la pauvre. Elle va accoucher sous un palmier d'une petite fille. Et non pas d'un garçon, en fait. Leto va accoucher d'une petite fille. Et voilà Artémis qui pousse la porte de son titanesque vagin, ni plus ni moins. Artémis voit le jour, à ce moment-là. Sauf que Leto, elle a encore des crampes, tu vois. Elle se dit, attends, non, je crois que j'ai autre chose. Là, Artémis, elle se dit, t'inquiète maman, elle vient de naître. Hein. Le nourrisson dit, t'inquiète maman, je vais t'aider à accoucher. Oui, non, vraiment, genre, Artémis, la grosse thug. Elle a 1 heure d'existence sur Terre, un peu moins. Elle a 20 minutes d'existence, elle aide sa mère à accoucher. Tout va bien, d'accord? Plus badass tu meurs que ça. Elle lui dit, vas-y pousse, exactement, Claire. Et là, il y a un deuxième gamin qui naît. Ce sont des jumeaux. Et là, c'est un petit garçon. Et c'est Apollon qui voit le jour. Évidemment, Zeus finit par le savoir, parce que Zeus sait tout. Et il se dit, il est là, le garçon que je voulais, le plus beau garçon de toute l'Olympe, il est là, mais c'est merveilleux, oh là là, qu'il est beau ce garçon, je vais lui donner une lyre, et je vais lui donner un char, qui est tiré par des signes magiques, et je vais lui donner un arc et une flèche. Bon, pour sa sœur, je m'en fous, mais lui, il va avoir tout, parce que c'est le plus beau, parce que c'est le fils prodige que j'attendais. Pauvre Artémis. Alors d'ailleurs, il y a un espèce de truc anachronique avec la lyre, puisqu'apparemment, selon certains récits, au moment où Zeus lui donne une lyre, la lyre n'est pas encore inventée. Voilà, donc il y a un délire anachronique là-dedans, puisque c'est bien plus tard que la lyre va être inventée, c'est Hermès qui va inventer la lyre,
avec une carapace de tortue, 2 cornes et des boyaux. Sauf qu'à ce moment-là, Hermès qui va l'inventer, Apollon, il est bien plus vieux que lui, enfin, même s'ils vieillissent pas, mais ce sera bien plus tard. Donc là, il y a un espèce de délire anachronique, donc je ne sais pas qui a tort, qui a raison. Je ne saurais vous dire, voilà. Ça dépend des versions. Bref, donc là, la pauvre, la fille Balek, ah mais ils sont tamponnes d'Artémis, hein, vraiment, la pauvre, elle est arrivée, elle a aidé Leto à mettre au monde Apollon, et il s'en fout. Vraiment, il s'en tape. Alors que peut-être que sans Artémis, Apollon n'aurait pas vu le jour. Bref, Apollon devient le dieu du soleil, Artémis, forcément sa jumelle, devient déesse de la lune, alors, du croissant de lune, parce qu'il y a plusieurs déesses de la lune, t'as la lune pleine, c'est 4, la demi-lune, c'est je sais plus qui, j'ai oublié, et la déesse du croissant de lune, c'est Artémis. Bref, les deux sont dotés d'un excellent... ils savent très très bien viser tous les deux, à Skip, ils mettaient des superbes têtes sur Pubj, ainsi que sur Malolo, d'après la légende. Bref... Non bon bref, écoutez, Apollon naît, c'est un peu le petit-fils prodige, c'est un peu le chouchou. Maintenant, Leto et Artémis, tout le monde s'en fout. Lui c'est Apollon, il est là, il est beau, il est intelligent, il sait faire de la musique et il a un char tiré par les signes magiques, ok? Le gamin, il a même pas quelques années, il est encore bébé. Que du coup il va dire, moi je vais partir à la conquête du monde parce que moi je suis plus beau, je suis plus grand, je suis plus fort, ok? Et je suis le fils de Zeus. C'est le chouchou. Non vraiment, il a le melon, hein. C'est terrible. La demi-lune, c'est Kim Kardashian. Putain, c'est trop drôle, pourquoi? C'est terrible. Donc à ce moment-là, il dit, moi je vais partir à la conquête de la Grèce et je vais me trouver un endroit où établir mon temple. Du coup, il monte sur son petit char, là, qui avait été offert par Papounet. Sauf qu'en fait, les cygnes, ils disent, attends, non, nous, on va t'emmener dans l'endroit d'où on vient. Donc les cygnes l'emmènent dans une contrée magique d'où ils sont issus. Et il quitte à ce moment-là l'île d'Astéria, qui va devenir verdoyante, belle, etc., qui va devenir l'île de Délos. Alors pourquoi? Ça, j'en sais rien. Voilà, Astéria va devenir l'île de Délos, qu'on connaît, qui est dans les Cyclades. Voilà. Donc les cygnes vont emmener Apollon dans une contrée magique. Une contrée qui s'appelle l'Hyperboréale, je crois. Voilà, il y a des griffons qui retiennent de l'or. Voilà, c'est super joli. Tout le monde y s'aime, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, personne il est vieux. Voilà. Un peu chill comme endroit. Puis il va se dire, mais ça c'est parfait en fait pour établir un temple. Je suis bien là. Là, on est bien. Bah, coucou Suzaina. Le pays des dieux. Alors c'est le berceau créateur de pas mal de légendes, de nymphes, de trucs un peu stylés, mais c'est pas vraiment le pays des dieux. Le pays des dieux restera l'Olympe après tout. C'est un peu Ibiza. Ouais. C'est un peu Ibiza. C'est stylax, exactement. Donc il arrive dans ce pays, il se dit mais c'est parfait, moi je vais mettre un temple ici. Sauf qu'il y a une nymphe qui a déjà qui régit un petit peu le bordel et qui se dit qui est ce petit con prétentieux qui vient me piquer mon île. Il faut que je le chasse. En même temps, c'est quand même un dieu qui a la protection de Zeus. On va y aller mollo. Cette nymphe, elle s'appelle Telphusa. Du coup, elle se dit comment je vais m'en débarrasser sans trop le mettre en colère. Elle lui dit ouais, bonjour, tu veux mettre ton temple ici? Ça va être compliqué parce qu'en fait, tu vois, ici, c'est pas ouf. C'est pas. Non, tu vois, c'est un peu bruyant. Il y a une cascade, il y a des gens qui parle. Franchement, c'est pas ouf. Va plutôt au niveau du Montparnasse, un peu plus loin là-bas. Ouais, là c'est cool. Là t'es tranquille, c'est une belle vallée, c'est nice et tout. Tu vas pouvoir faire un temple de dingue là-bas. Ouais, vas-y, va voir ailleurs si j'y suis. Du coup, Apollon se casse, naïf qu'il est. La gare, exactement. Un peu le terre-terre, tu vois. Du coup, il va au pied du Montparnasse. C'est pas voilà quoi, exactement. Mister Pipou Butaille. C'est pas voilà. Ça vient de là, les nymphos. Excellente question, HNT. Je ne sais pas du tout. Mais il y a beaucoup de nymphes qui viennent de là, potentiellement, bien sûr. Trop proche du périph'. Ça fait 5 minutes qu'il n'est plus question de scrap dans l'histoire, c'est bizarre, j'ai perdu l'habitude. Non, donc du coup, elle lui dit, va mettre ton temple là-bas, là, près du Montparnasse. Tu vas voir, c'est calme, c'est bien, c'est cool. Ouais, vas-y, c'est bien. Allez, casse-toi. Attends, voilà. Encore un peu plus loin, là. Ouais, voilà, c'est bien. Mets ton temple ici, bâtard. Ouais. Sauf que du coup, elle le sait, hein. Elle le sait, Telphusa, qu'en fait, au pied du Montparnasse, et puis il y a un truc un petit peu pas ouf là-bas, hein. Il y a Python. Hein, vous vous souvenez, le fameux serpent qui voulait bouffer les taux?
pour bouffer l'enfant qu'elle portait, enfin les enfants qu'elle portait du coup, puisque c'était 2 jumeaux. Voilà. Donc là, il commence à tracer les fondations de son temple, là, comme ça. Hop. Puis il y a le python qui arrive et qui fait coucou, je vais te manger. Sauf que là, bah, Apollon, il fait bah non, du coup. Bonjour, non. Je ne veux pas que tu me manges. Du coup, je vais te battre. Et je vais te dézinguer. Parce que moi, je suis le fils de Zeus, d'accord? Voilà. Merci Norairo, pardon, pour le 16e mois. Et c'est le Qatar, Norairo. Désolée, j'ai pas le temps de passer en ce moment, mais tu n'as pas à t'excuser, Norairo. J'espère que ça va bien. Bonsoir, non, exactement, wait. Il dit non, non, bonsoir, non. Python qui arrive avec la serviette et les couverts. C'est ça, Python qui a mis son petit bavoir. Et qui est comme ça en mode coucou, je vais te manger. C'était mon destin, j'ai été créé pour te bouffer, donc je vais te bouffer aujourd'hui. Et Apollon dit bonjour, non. Apollon sort son arc et ses flèches qui ont été gentiment offerts par le papounet. Il le dézingue de flèches. Et Python, après un combat acharné, bah, se fait littéralement dézinguer par Apollon. Vraiment. À ce moment-là, Gaïa voit toute la scène. Pète un câble. Mais vraiment, elle pète un câble. Elle est en mode comment oses-tu, petit vilain, hein, pour être gentil, comment oses-tu défoncer une de mes plus belles créations, à savoir le python, qui est un des plus beaux monstres que Gaïa n'ait jamais créé. À ce moment-là, pour apaiser la colère de Gaïa, et parce que Zeus lui a dit mollo, hein, va falloir qu'on calme un petit peu Gaïa, il va dire ok, en l'honneur de ta créature du diable qui a voulu me bouffer, je vais créer les jeux pythiques. Voilà, c'est l'origine des jeux pythiques, hein, ni plus ni moins, qui sont des jeux de course, de guerre, de bataille, etc. Ninebot et le squat. Ah non, mais non, j'en ai pas 676 à faire, hein, c'est faux. Combat acharné de la mythologie, au moins un siècle, non? Il y a moyen, hein, Zizodrome, ça a été très très long. Pour venir à bout du serpent python, ça a été très très long pour Apollon, mais Apollon est un excellent guerrier. Et finalement, il a fini par en venir à bout, vraiment, à bout de ce pauvre python qui avait été créé pour le Grail, ni plus ni moins. Du coup, il va se dire, bon, je vais peut-être pas créer mon temple au pied du mont Parnasse, on va se trouver autre chose. Voilà. Du coup, il se dit, ok, mais comment est-ce que je fais pour créer un temple en sachant qui va s'occuper de ce temple? Il me faut des prêtres, finalement, des serviteurs de ce temple. Il sait pas trop où chercher. Puis un jour qu'il se balade, il voit un navire abandonné au loin. Et il se dit, ah, ça c'est pas mal. Ah, Des gens perdus et désespérés. Ils pourront pas me refuser le fait d'être prêtre de mon temple. Du coup, il se transforme en dauphin. Hop. Il accède à la trirème, et c'est des pauvres marins crétois qui sont dessus, qui n'ont pas bu ni mangé depuis des jours et des semaines, qui sont tous à l'agonie, qui vont pas tarder à crever. Et là, Apollon arrive sur la trirème et dit « Coucou, je cherche des gens, s'il vous plaît, pour me vénérer. Voilà, j'ai envie de créer un temple à mon effigie parce que je suis très stylée, d'accord? Et je cherche des gens pour s'occuper de mon temple. » À ce moment-là, les crétois, ils disent oui, mais là, on est en train de mourir. Du coup, ça va être compliqué. Elle a dit, alors moi, je vous donne la vie sauve, d'accord? Si vous me promettez que vous me servez et que vous renoncez à rentrer en Crète. À ce moment-là, ils sont un petit peu désespérés. Ils n'ont pas trop le choix. En gros, il dit, coucou, vous voulez être mes esclaves ou vous voulez mourir? Alors là, du coup, ils font, bah ok, on va te servir, hein, c'est pas grave, on n'a pas trop le choix. Donc, ils ramènent la trirème sur la côte. Et à l'endroit où ils ramènent la trirème, les prêtres s'y mettent, ils commencent à ériger un temple, etc. Et puis ils vont vénérer le dieu Apollon. Ils vont dire, bon, comment est-ce qu'on appelle la ville, là où il y a le truc d'Apollon? Bah, je sais pas, comment est-ce qu'on pourrait l'appeler? Bah, Apollon nous est venu sous la forme d'un dauphin, Delphis en grec. Du coup, on va l'appeler Delphes. Voilà, tout simplement. Et donc là vient un des plus beaux sanctuaires que toute la Grèce est faite. Le temple de Delphes. Voilà, qui va s'apparenter au nombril du monde, puisqu'à l'entrée du temple. Alors pourquoi l'entrée de ce temple-là? J'en ai aucune idée, mais il va y avoir ce qui va représenter chez les Grecs le nombril du monde, à savoir la pierre que Cronos avait avalée en pensant qu'il s'agissait de Zeus, et qu'il a recraché bien après lorsque Zeus l'a affronté et lui a fait vomir tous ses frères et sœurs. Voilà, ni plus ni moins. Nul, j'aurais bouffé le dauphin. Le youtubeur là le youtubeur Chronos Music, exactement. Celui qui fait allez, les bleus, on va gagner le foot. C'est ça. Chronos Music.
Voilà. Vaut mieux mourir debout que vivre esclave d'un Gus avec un char tiré par des signes magiques. Enfin, je crois. Ah putain. D'ailleurs, il avait gravi l'inscription sur ce temple-là. Connais-toi toi-même. Voilà. Et il y est encore, il me semble tout à fait, Kinesao. Il y a toujours cette fameuse pierre qui représente le nombril du monde, selon les Grecs. Et elle est toujours visible. Voilà. La pierre que Chronos a bouffée. Qui, je rappelle, a bouffé un rocher en croyant que c'était son fils. Tout à fait. Vraiment. Il s'est dit, il est pas très digeste, cet enfant. Mais c'est pas grave. Je le mange. Bah, c'était une pierre, d'accord. Bah, écoute, hein, le temple de Delphes métal. Mon Dieu. Je crois que c'est Zeus qui a envoyé un aigle faire le tour du monde dans chaque direction. Et le lieu où se sont croisés a été celui où il plaqua la pierre. Oh, c'est beau, Zoltyr. Bah merci. Je ne savais pas pourquoi il avait choisi cet endroit pour foutre le nombril, mais ok. Pierre présent. Il a cobé ses enfants comme des flambis, ce fou. Oui. Et alors le plus fou, c'est qu'il les a pas digérés. Parce que lorsque Zeus a voulu libérer ses frères, il a suffi de lui donner un petit vomitif au calme. Et après tout ce temps, bah, il les avait jamais digérés, quoi. Parce que moi, je m'attendais à ce qu'il recrache des bouts de gens. Ou au mieux qu'il les ait chiés depuis des siècles. Mais non, pas du tout. Il avait toujours ses enfants dans le bide depuis toutes ces années. C'est ok. Les bébés dieux, ça doit avoir la peau dure. Bah peut-être. Hein. Amou est venu pour tuer un serpentard sur un char tiré par des cygnes. Magnifique, pendant que Chronomusique chantait Allez les bleus. On va manger des cailloux de Zeus pour construire un temple pour sa gueule parce qu'il est stylé. Intéressant. Exactement, et toi. Chronos Music qui bouffe une pierre en chantant Allez les bleus. Ah, il avait pas mâché non plus, c'est vrai. Non, il les a vraiment gobés comme des flambis en fait. C'est exactement ça. Voilà. Voilà. Sans doute le métabolisme le plus lent de l'histoire. Potentiellement, Tanchi. Écoute, Zeus, il a eu le temps de grandir, c'est vrai que... Voilà. Ils ont grandi dans le ventre, bien sûr, c'est logique. Oh oui, évidemment. Oui. C'est terrible. Bon, après, de toute façon, quand on sait que jusqu'à ce que Chronos, justement, découpe les couilles et la bite de son daron... parce qu'il vivait dans le corps de Gaïa pendant toutes ces années, bon... C'est pas si grave, quoi. Quand il se les greffe pas direct, c'est terrible. Tout ça pour une partie de Scrabble. Oh mon dieu. Non, mais du coup, il a créé son temple, à Delphes à partir de cet instant. Voilà. Et pas mal de gens venaient le prier, notamment venaient prier la Pythie, puisque Apollon était aussi le dieu des prédictions, des voyants, des prophéties. Et il avait installé la Pythie à Delphes qui t'annonce en fait ce qui va t'arriver dans ta vie. La Pythie qui va foutre un peu le zbeul dans pas mal de vies. Voilà, finalement. On va appeler Michel Sim pour savoir la maladie que Chronos avait. Balance ton youtubeur. Chronos Music qui bouffe des pierres et des enfants. Oh mon dieu. Son dernier repas, mes gosses, tu les as chiés? Non, je suis constipée. T'imagines si c'était Gorée qu'il avait pas donné un antimoétif et qu'il lui avait donné un laxatif? Dans quel état on aurait retrouvé les dieux? Non, en fait, je veux pas savoir. Oh putain, c'est terrible. Bref, alors pourquoi Apollon était un bâtard? Apollon était vraiment un bâtard parce qu'il avait une espèce de sentiment colérique assez incontrôlable. À l'image de son père. Voilà, parce que vraiment, tel père, tel fils, hein, vraiment. Apollon s'énerve pour rien. Il est très très chiant, il est belliqueux, il est un peu à l'image d'Arès. Il a beau être très intelligent, très beau, très talentueux, très tout ce que tu veux. Oh, on a Chronos Music! Alors, elle était bonne la pierre que t'as graille, mon salaud? C'est lui qui a bouffé ses enfants. Non, alors, le pauvre Chrono, il vient d'arriver, il s'en prend plein la gueule. Chrono, j'étais en train de raconter l'histoire l'histoire des dieux de l'Olympe. Et du coup, c'est Horty, c'est pas moi, hein, c'est Horty, qui a dit que c'était Chronos Music, le youtubeur qui avait bouffé les enfants et qui avait bouffé la pierre et tout. Voilà. Peut-être que je l'ai invoqué. Voilà, c'est possible. La poucave, oui, je poucave, totalement. Oh mon dieu. Et il a un char tiré par des signes magiques, non lui pas. Non, exactement. Non, donc du coup, Apollon, il est très colérique comme gamin. Et un jour, il va faire un des plus gros massacres que la Terre ait jamais porté. En compagnie de sa sœur, parce qu'en fait, on va insulter sa maman. Voilà, on avait dit pas les mamans.
Un jour, ça lui a pas trop plu qu'on parle mal de sa mère. Du coup, il va faire un truc un peu horrible contre une pauvre mortelle qui avait pas demandé grand-chose. Bon, ouais, si, elle s'est un peu vantée. Mais lui, c'est un peu fâché. Sa sœur, c'est un peu fâchée aussi. C'était juste une pauvre... Apollon se la pète grave. Non, mais Apollon, vraiment, il a des chevilles, il laisse tomber, quoi. C'est terrible. Apollon, il se la pète de ouf. Ce qui est pas plus mal, d'ailleurs, parce que Apollon va connaître des amours déçus toute sa vie, hein, vraiment. Au cours de tous les hommes et les femmes et les dieux et déesses qu'il va courtiser, il va tous les perdre, un par un. Chais. Voilà, il a beau être le plus beau, c'est pas le plus heureux, voilà. Donc bien fait pour sa gueule à ce con-là. Bref, un jour, il entend qu'il y a une dame qui s'appelle Niobé, qui est excessivement fertile. Genre vraiment. Elle va mettre au monde 14 enfants. Rien que ça, la pauvre Niobé va passer plus de la moitié de sa vie enceinte. Écoute, elle a l'air de kiffer, puisqu'elle adore raconter à tort et à travers qu'elle est ultra fertile, qu'elle a mis au monde 14 enfants, alors que Leto, PTDR, elle a mis au monde que 2 enfants, quoi. Genre Leto, la titanide, que 2 enfants. Moi, Niobé, j'en ai mis 14 au monde, d'accord? Voilà. Viens me tester, pétasse. Voilà. Belle équipe de foot, exactement. Allez le foot. À ce moment-là, là, il y a Apollon qui fait « Couis-je Qu'entends-je On parle mal de ma daronne. Qui est cette connasse qui parle mal de ma mère ?» Il appelle Artémis, déesse de la chasse. Il dit « Viens, on va aller la goumer cette dame qui se moque de notre daronne. » Du coup, Artémis et Apollon descendent sur Terre avec leurs arcs et leurs flèches. Je vous rappelle qu'ils sont d'excellents tireurs puisque la légende raconte qu'ils mettent un maximum de têtes sur Pubg et sur Valolo. Et à ce moment-là, de 14 enfants, Niobé passe à 0 enfants en quelques secondes. Voilà. Artémis et Apollon lui disent « On n'avait dit pas les mamans. Mange. Voilà. Maintenant, t'as plus d'enfants. Maintenant, t'es pas fertile. Donc maintenant, tu fermes ta gueule. » Voilà. C'est terrible. En quelques secondes. Ah, mais ils ont pas le temps de niaiser, Artémis et Apollon. Hein. Ce sont des dieux qui visent très très bien. Donc en quelques secondes, 6 filles. Non. 7 filles, 7 garçons. Artémis tue toutes les filles. Apollon tue tous les garçons. Il n'y a plus aucun gosse. Vraiment. Rapide sur Hunger Games. Ah, vraiment rapide. Hein. Avec un petit chais en fond, exactement. J'aime réellement cette vibe TV réalité hardcore. Oh non, mais vraiment. Hein. C'est terrible. Main sauva Artémis, rappelons-le. C'est très vrai, Ito Fox. Main sauva. Vraiment. Non, c'est terrible en fait. Donc, Apollon, non, il est pas si gentil. Artémis n'est pas si gentil non plus, ça c'est sûr. Mais bon, Artémis, on peut lui pardonner, c'est un peu la mal-aimée. Tout le monde s'en est foutu de sa gueule. Personne la calcule. Elle reste dans ses bois avec ses nymphes qui la servent. Bon. Voilà. Lui, par contre, Apollon, c'est vraiment un bâtard. Pour le coup. Il est vraiment méchant. Bah, c'est un bâtard. Au propre comme au figuré, c'est vraiment un bâtard. Finalement. Dans les Marseillais, je pense qu'il y avait le même score, sauf que la pilule et l'IVG existent aujourd'hui. Ah putain. Mon dieu. Donc la pauvre Niobé, en fait, elle a subi les foudres de l'Apollon vengeur. Apollon qui... Ça va pas être la seule fois où il va faire de la merde hein, avec les gens. Artémis et Apollon enchaînent les têtes sur Pubg et Valolo, pendant que le youtubeur Chrono Music mange des cailloux. Oui, c'est bon, je suis prêt pour m'exposer, merci pour ton aide. Je t'en prie. Des os, pas des os. Écoutez, il avait dit pas les mamans, Leto, elle a pris tarif, alors qu'elle avait rien demandé, qu'elle s'est fait courser là, toute sa grossesse par un putain de python géant. Voilà, c'est terrible. Mal aimé, ouais, mais de là à tuer 7 meufs qui ont rien demandé. Ah non, mais elle a pas d'excuse non plus, Artémis, hein. Je te l'accorde, vraiment. C'est tout. Je vais repasser mon bac d'histoire quelques années après, du coup, je pense que ça passe easy là. Non, c'est terrible. Non, Apollon, c'est vraiment. C'est le dieu, c'est un très très beau dieu, et c'est aussi le dieu du coup qui va avoir le moins de chance en amour. Bon, un peu comme Héphaïstos, qui est aussi un gros cocu hein, dans l'histoire de. Dans l'histoire, puisque du coup, même s'il va enfanter malgré lui Gaïa, parce qu'il aura giclé sur la cuisse d'Athéna sans pouvoir la toucher, et qui va se faire cocufier maintes et maintes fois par sa femme Aphrodite, qui va s'envoyer en l'air, presque sous son nez, dans son lit conjugal avec Arès, pardon. Donc Héphaïstos, il n'a pas beaucoup de chance en amour. Apollon, qui est lui le plus beau des dieux, va vraiment pas avoir de chance en amour non plus. Voilà. Oula, ah non mais oui, hein, c'est le sbeul, hein, vraiment. Comme par exemple Daphné, exactement, l'histoire NSD. Je pense que Daphné est potentiellement une des histoires d'amour les plus connues, enfin une histoire de désamour plutôt, les plus connues, qu'a connu Apollon.
Et c'est d'ailleurs cette magnifique histoire de ce magnifique mythe entre Apollon et Daphné que va naître la plus belle sculpture de tous les temps. Alors oui, c'est parfaitement subjectif ce que je m'apprête à vous dire, ça c'est sûr. Mais pour moi, la plus belle sculpture de tous les temps, c'est la sculpture d'Apollon et Daphné qui a été faite par le Bernin. Il n'y a pas plus belle sculpture au monde que celle-ci. Je l'ai découverte il n'y a pas si longtemps, quand je me suis baladée dans la Galleria Borghese à Rome. Je suis tombée nez à nez avec cette sculpture. Et pour la première fois de ma vie, j'ai passé plus d'une 60aine de minutes à l'observer dans ses moindres détails, tellement cette sculpture est magnifique. Et j'ai foiré ma visite parce que du coup la galerie Borghese, qui est une toute petite galerie, voilà, c'est une toute petite galerie qui renferme des sculptures merveilleuses. Et comme c'est une petite galerie, il y a beaucoup de turnover. Du coup, moi, ma visite, j'ai dû la faire en 10 minutes parce que j'avais perdu tout mon temps à regarder cette sculpture. Voilà. Et donc, au bout d'un moment, ils viennent te chercher, ils font « Allez, Zou, tu dégages !» Parce qu'il y a d'autres gens qui veulent voir les salles. Donc, tu n'as droit à à 2h30, je crois, dans le musée. Et j'ai dû faire tout le musée en environ une demi-heure contre 1h30, 1h30 à regarder cette magnifique sculpture. Tellement belle que du coup, j'ai voulu m'acheter un poster de cette sculpture. Mais vraiment, et je vais vous montrer une photo de la sculpture évidemment, mais vraiment je vous assure que toutes les photos de cette sculpture ne rendent pas hommage à la beauté qu'elle est en vrai. J'ai renoncé à acheter une carte postale ou un poster de la sculpture tellement la photo ne représente pas à quel point cette sculpture est sublime. Apollon et Daphné, du Bernin, qui est pour moi la plus belle sculpture de tous les temps. De ma vie, j'ai jamais vu quelque chose d'aussi beau. Vraiment en photo, ça rend pas honneur, vraiment. Je vais vous montrer quand même évidemment, mais ça rend pas honneur. C'est tellement magnifique. C'est sublime. Tu veux la statue? Si un jour je suis pété de thunes, j'achète la statue. Rien à foutre. C'est sublime. Est-ce qu'on le voit? Oui, j'accepte. Je vais vous raconter le mythe d'Apollon et Daphné. Pourquoi est-ce qu'on se retrouve dans cette situation? Pourquoi est-ce qu'il y a cette pauvre Daphné qui est en train de se transformer doucement en laurier? Hop là. Avec Apollon qui lui court après. Regardez-moi la beauté du geste. Ça a été saisi sur l'instant. Le Bernin fait Apollon qui court après Daphné qui, elle, est en train de se changer en laurier. C'est sublime. C'est merveilleux. J'essaie de voir s'il y a d'autres photos où on voit les détails de cette sculpture parce que vraiment... C'est superbe. Même le détail de l'écorce, s'il vous plaît. J'en cherche d'autres, s'il y a des détails. Le détail de l'écorce, puisque au moment où elle se change, celle-là, elle est pas mal. Mais bon, on voit pas... Putain, j'ai pas de détails, c'est dommage. Là où, au moment où elle est en train de se changer en écorce, ici, le Bernin, il a sculpté avec tellement de précision l'écorce d'un arbre. Ici, vous avez la douceur de sa peau qui brille à la lumière. Et ici, vous avez l'écorce un petit peu rugueuse du laurier. C'est superbe. Et ses doigts qui se transforment en minuscules branches. C'est d'une beauté sans nom, vraiment. Les statues des mythes, on peut dire que c'est des fan arts, en quelque sorte. C'est ça, en fait. Hein. C'est possible de l'acheter, je me pose vraiment une question. Moi, j'aimerais bien aussi. Non, mais c'est magnifique. C'est vraiment sublime. Je trouve ça abusé. Donc je vais vous raconter l'histoire de ce mythe. Il va très vite. Hein. Il n'y a pas grand chose à raconter. Même si du coup cette sculpture est sublime. Attendez, d'ailleurs je me demande si le Bernin dans le même musée, il n'a pas fait un truc d'Hadès et Perséphone. Je vous en parlais tout à l'heure. Mais si! Oh, mais je m'en doutais! Je savais plus si c'était Zeus et Europe ou si c'était Perséphone et Hadès. Bon, c'est dans le même musée, évidemment, dans la Galerie Borghese. Vraiment, s'il y a un truc que vous devez voir à Rome, c'est la Galerie Borghese. C'est un tout petit musée, vous n'avez pas beaucoup de temps à l'intérieur, donc pas d'excuse du « ouais, mais j'ai pas envie de perdre mon après-midi dans un musée, etc. etc. » Vraiment, pas d'excuse. C'est une des plus belles galeries au monde. Et ça renferme que des masterpieces. Vraiment, c'est incroyable. Alors, attendez, je vous montre. Hadès et Perséphone, je vous ai raconté tout à l'heure son enlèvement. Et bah du coup, le Bernin, il a fait la même chose. Hop, là tu as Hadès qui chope Perséphone. Donc c'est aussi le Bernin qui a fait cette sculpture. Et cette sculpture est très connue pour les détails aussi qu'elle a. Regardez les détails. Regardez la main d'Hadès qui chope la petite Perséphone. Regardez à quel point c'est beau
comment ses doigts se mêlent dans la tchitchette de Perséphone. Regardez comme c'est sublime. On sent jusque-là la chair toute moelleuse de Perséphone. C'est tellement beau. Putain, mais le Bernin, quoi. Voilà, excusez-moi, moi, ça me sidère. Je te promets que si je vais à Rome un jour, j'irai. Ah, vraiment. Vraiment, j'insiste, s'il y a un musée que vous devez faire à Rome, c'est celui-là, et pas un autre. Vous pouvez faire le musée Vatican si vous voulez voir la chapelle Sixtine, etc., etc. Mais si vous devez faire un musée, faites celui-là, je vous en supplie. Il va très vite. Bon, faut réserver, parce que du coup, comme c'est un tout petit musée, c'est une toute petite galerie, il faut impérativement réserver, parce que sinon c'est le sbeul. Réservez votre ticket longtemps à l'avance, parce que c'est une des plus belles galeries au monde, donc du coup, il y a beaucoup de monde. Mais si vous réservez votre ticket, il n'y aura pas de queue. Et vous pourrez vous y présenter, et vous verrez les plus grandes pièces de toute l'humanité. Il n'y a que des masterpieces là-dedans, il y a des Caravages, il y a des sculptures du Bernin, il y a... C'est merveilleux, vraiment c'est merveilleux. Voilà. J'avoue que c'est pas bâclé. Ah non, c'est sublime. Vraiment sublime. Moi je suis fan du Bernin et depuis ça c'est incroyable. Ah oui, c'est vraiment magnifique. J'ai une préférence quand même pour celle d'Apollon et Daphné, mais c'est vrai que celle de Perséphone et d'Hadès est superbe. Vraiment. La perfection divine, c'est beaucoup trop beau. Pour ceux qui peuvent pas voyager, le Louvre regorge de masterpieces aussi. Ah bien sûr, ça c'est clair et net, hein, évidemment. Mais si un jour vous avez la chance de pouvoir vous rendre à Rome, je vous en supplie, allez claquer 12 € je crois, pour aller voir la galerie Borghese. Vraiment. On en parle du touch de la dame pendant que les hommes ont le droit à des micro-pépés. Hein? Comment ça? J'ai pas compris. C'est l'un des meilleurs sculpteurs de tous les temps et les détails sont incroyables. Oh, ils sont sublimes. Vraiment. Je passe des heures à contempler ces œuvres. Vraiment, je m'en lasserai jamais, je pense. Objectivement. Je m'en lasserai jamais. C'est tellement beau. Hop. Par curiosité, ça date de quelle année ces statues? Alors... Quand je tape Bernin, direct, il y a Daphné qui sort, c'est abusé. De quand date exactement la sculpture? Bon bah c'est du marbre, ça c'est bon. Alors on la situe entre 1622 et 1625. Non, 1622, si, 1622, 1625. Voilà. Mouvement baroque, sculpture de marbre. Voilà. Clara va go prendre des billets pour Rome à la fin du live. Non, c'est vraiment merveilleux. C'est sublime. L'enlèvement de Perséphone, elle a été faite avant 1621-1622. Putain, il l'a fait que pendant un an. Il avait 23 ans. Excusez-moi. D'accord, donc quand il a fait l'enlèvement de Perséphone, le Bernin avait 23 ans. Yes size. Mais c'est fou. Ah non mais 23 ans les gars. 23 ans, ça veut dire qu'il avait potentiellement 24 ans quand il a commencé Apollon et Daphné. Moi, qu'est-ce que je faisais à 23 ans? Eh ben, j'essuyais la sueur des gens dans des lits de bronzage au point soleil d'opéra. Ouais, il était doué. Ah mais vraiment, je pense que là, c'est vraiment Apollon qui lui a dicté son don. Là, pour le coup, il n'y a pas de doute. Moi, j'ai 23 ans, je fais des tapis, c'est bien aussi. Mais c'est trop bien, meuf. En vrai. C'est trop cool. D'ailleurs, t'as fini Bernard? Ou c'est en cours? Bernard Tapie. Il est magnifique, hein. Vraiment Bernard Tapie. Si jamais un jour t'en refais d'autres et que tu les commercialises, j'en achète, hein. Je le dis direct. Je souhaite posséder un tapis qui s'appelle Bernard. Voilà, vraiment. Hop. Je vais vous raconter le mythe d'Apollon et Daphné. Et ensuite, je vais vous raconter les mythes qu'il y a autour des histoires de désamour avec Apollon, évidemment. Après vous avoir montré cette magnifique sculpture, quand je suis tombée amoureuse de cette sculpture, je me devais de connaître l'origine de son mythe. Et évidemment, c'est toujours une histoire de désamour et c'est toujours une histoire d'insistance. Voilà. Comme vous pouvez vous en douter, Apollon a insisté auprès de Daphné. Daphné a tant bien que mal essayé de lui dire non. Et comme je vous ai déjà expliqué, le consentement à l'époque des dieux, c'est pas ça. Non, vraiment, c'est pas ça. 23 ans, tu étais déjà passé sur grand écran au Grand Rex. Est-ce qu'il peut en dire autant? Oui, quelques secondes. À 23 ans, mon premier bisou de cinéma s'est retrouvé au Grand Rex. C'est très vrai. Alors dit comme ça fait genre ultra stylé. Or non, c'était pas du tout un truc stylé. J'étais juste figurante dans un sketch... dans un sketch du Golden Moustache.
Et puis j'ai pas été invitée à cette première. Voilà. Merci à Bill Crow pour le 6e mois. Comment va le talent? Oh, mais c'est gentil. Merci. 23 ans, mais déjà avec 10 ans d'expérience. C'est incroyable quand même. Hein. C'est incroyable. J'ai 23 ans, je fais les petits persos qui bougent à l'aide. Apollon, je suis fan de ton char tiré par des signes magiques. Peux-tu me filer un peu de ton talent STP? Ce serait cool, quoi. Incroyable. Donc, je vais vous raconter tout de suite le mythe d'Apollon et Daphné. Mais d'abord, je vais faire pipi. Et j'ai très très soif parce que depuis tout à l'heure, je déblatère des histoires sur la mythologie. Donc moi, j'ai soif, d'accord? Je vais aller chercher du nectar et de l'ambroisie. C'est faux, pas du tout. Voilà. Donc je vais faire un pissou, très vite fait. Je reviens de suite, mais je ne vous laisse pas sans rien. Je ne vous laisse pas sans rien. Hop, 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 hop. Bon pissou, mais merci. À tout de suite! Pendant que votre streameuse préférée se soulage, je vous propose tout de suite une petite page de pub avant de reprendre le stream. Mais non, c'est quand tu veux pour lancer là. Moi, avant, j'étais seule. Et j'avais une vie nulle. Mais depuis que j'ai découvert Alienware, tout a changé. Depuis que j'ai découvert Alienware, je possède une tour Alienware de 32 Go de RAM Aurora avec une RTX de 3080. Du coup, moi, la pénurie des cartes graphiques, je lui dis... Eh, nique sa mère! Avec mes 32 Go de RAM, j'ai des graphismes tellement réalistes que pendant les soirées d'horreur, je me pisse vraiment dessus. Tellement immersif. Je me demande si ça pourrait faire la même chose avec un bon port. Depuis, mon Alienware, c'est vraiment mon meilleur ami. Il garde tous mes secrets. Moi, je possède 2 écrans de 27 pouces. C'est très grand. Eux, ils ont un temps de réponse d'1 milliseconde. C'est très peu. Et un taux de rafraîchissement à 240 Hz. C'est très beaucoup. Attends, quoi? Moi, aujourd'hui, grâce à Alienware, je kiffe ma vie. Alors si toi aussi tu veux kiffer ta vie, n'hésite pas à cliquer sur le lien qui apparaît en ce moment même dans le chat, car en ce moment, tu pourras bénéficier d'une remise de moins 20% sur une sélection d'articles, voire modalités dans les magasins participants. Ah non, c'est pas ça. Alors rejoins la Alienware Family! Oui. Oui. Et vous avez le code promo Alienware! Voilà ma petite page de pub. Ce câble management. Et oui, c'était parfait. Elle est bien la pub! Est-ce que vous allez acheter un maximum de PC Alienware grâce à cette publicité? Oh putain. T'as dû t'amuser en vrai à la faire, j'ai bien ri. Alienware! Oui! Non, je monte mon PC moi-même. Eh ben, tu as tort, tu devrais rejoindre la Alienware Family. Tu peux la remettre, j'ai cligné des yeux STP. Non, par contre, je vais vous mettre poker parce qu'elle était tellement rapide que je n'ai pas eu le temps je n'ai pas eu le temps d'aller me chercher à boire parce que j'ai juste eu le temps d'aller pisser. Voilà, objectivement. Actuellement en rupture de stock. Exactement. Let's go poker. Oui, mais avant, je vous donne juste le lien. Tu t'es lavé les mains au moins. Alors, j'ai eu le temps de me laver les mains, mais j'ai pas eu le temps d'aller me chercher à boire. Non, simplement pour vous dire que je possède 2 écrans 27 pouces qui ont un taux de réponse d'1 milliseconde et d'un taux de rafraîchissement de 24 Hz, de 240 Hz, pas 24, parce que là, ce serait un petit peu la sauce. Et que je possède une tour Aurora, voilà, avec une RTX 3080. Voilà, petite référence à notre ami Chronos qui mange des pierres dans le... C'est énorme, exactement. 27 pouces, c'est absolument énorme. Mieux que les pubs Twitch, ça a marché, j'ai cliqué sur le lien. Et bah c'est parfait, Slow. Rejoignez la Alienware Family. Je vais vous mettre poker parce que je vais aller me chercher à boire et après on reprend le mythe. On reprend le mythe d'Apollon, ce bon gros bâtard d'Apollon. Parce que je vous ai pas encore raconté toutes les horreurs qu'il a faites. Voilà. Ok, c'est parti. C'est Wati parti. Elle veut s'asseoir
illusion de mauvais goût. Tu as en main une paire de dames, mais ne tente pas ce pari fou. J'y ai déjà laissé mon âme, et je t'assure qu'on y prend goût. Entre nous, les jeux sont faits, rien ne va plus, rien ne va plus. Elle prend la main et elle le fait, mais tu n'as rien vu, mais tu n'as rien vu. Et je relance ces paris, dernière chance dans le barillet. J'ai trouvé de quoi me refaire, j'allonge ma tête à Lucie. Tu me perds, elle a gagné, tu fais tapis, elle va t'allonger. Tout coup de grâce en coup de poker, c'est le jeu, il a fallu s'y faire. Elle attend que je joue mon roi, quitte à tout faire pour le rafler. Si elle te jette ses regards, elle fait la même chose au croupier. Je blufferai la flèche royale, bien que j'ai plus à perdre qu'à gagner. Je préfère la battre à la loyale, mais je viens de voir qu'elle a triché. Mon cœur, je te l'avais laissé à la dernière manche, à la dernière manche. Et tu préférais le miser lors de la revanche contre ses hanches. Et je relance ces paris, dernière chance dans le barillet. J'ai trouvé de quoi me refaire, j'allonge ma tête à Lucie. Tu me perds, elle a gagné, tu fais tapis, elle va t'allonger. Tout coup de grâce en coup de poker, c'est le jeu, il a fallu s'y faire. J'ai fini par miser mon cœur, mais tu l'as joué, même avec ta paire de bluffeurs. Elle va te plumer, tu voulais jouer les rois. En valet, tu finiras, crois-moi. Et je relance ces paris, dernière chance dans le barillet. J'ai trouvé de quoi me refaire, j'allonge ma tête à Lucie. Tu me perds, elle a gagné, tu fais tapis, elle va t'allonger. Tout coup de grâce en coup de poker, c'est le jeu, il a fallu s'y faire. Il a fallu s'y faire. Oh, pardon. Bonjour. Enfin, rebonjour plutôt. Ça y est, je suis allée me chercher à boire. Je peux reprendre mon histoire. Grâce à la puissance du PC Alienware sur lequel le clip a été diffusé à l'origine, j'ai vraiment l'impression d'être dans la scène derrière le bar avec autant de réalisme. C'est fou. En plus, il te ressemble, le monsieur derrière le bar. C'est toi qui as choisi sur Amazon Music si on peut avoir poker juste avec le Prime. Je crois pas. Je m'occupe pas du tout de ça, Aquilus. Mais c'est une bonne chose ou c'est une mauvaise chose? C'est bien ou c'est pas bien? Je sais pas du tout. Est-ce que ta sponsor Alienware fonctionne en dehors de la France? Je crois, Cyber. Oui. L'autopromo de Codelag, tout à fait. Voilà. En gros, Prime suffit pas, faut un abonnement payant en plus. Ah, mais comme sur toutes les plateformes, genre ah, ça, je ne sais pas. J'avoue que moi, je suis sur Spotify et c'est vrai que je paye mon abonnement. Enfin, c'est ma maman qui me le paye puisque c'est ce qu'elle m'avait offert pour mes 26 ans. Elle m'avait offert 1 an d'abonnement. D'ailleurs, le mois prochain, du coup, j'ai plus Spotify. Mais du coup, ouais. Il est disponible sur toutes les plateformes de stream, mais si tu veux l'écouter de manière gratuite, n'hésite pas à le voir sur YouTube. Tu le fais passer en boucle. Voilà, comme ça c'est gratuit. Hop, merci beaucoup Atax. Donc on va reprendre notre histoire sur l'ami Apollon. Apollon le plus beau des dieux. Et surtout sur le mythe d'Apollon et de Daphné. Alors, Apollon, comme je vous ai expliqué, il s'est fait offrir par son papounet chéri, lorsqu'il était enfant, un char tiré par 2 signes magiques, rien que ça, une lyre, rien que ça aussi, même si à la base elle est censée être inventée plus tard, donc il y a un espèce de truc anachronique très chelou dans cette histoire que j'ai pas trop bien compris. Après ça diffère des versions, évidemment. Mais surtout, un arc et des flèches. Et comme je vous l'avais dit, il est très 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 bon tireur. Apollon se la pète constamment. Apollon est un connard prétentieux. Apollon va un jour, par mégarde, se fout un petit peu trop de la gueule d'un autre archer de l'Olympe, qui n'est autre que Eros.
26 ans, elle continue à payer jusqu'à maintenant. Bah oui, parce que j'ai 26 ans, Slo. Tu as voulu me vieillir? Vas-tu subir le courroux de l'impératrice, Slo? Bien sûr. Et merci Embrouille Mini pour le 2e mois. C'est le resub, merci beaucoup pour tes lives, ils sont toujours aussi agréables à suivre. C'est toujours un véritable plaisir pour moi que de te suivre. Merci infiniment Embrouille Mini. Continue comme ça, impératrice. Merci beaucoup. Le karma. Oh, Slo. Il a subi le courroux de l'impératrice. Coucou Rodra. Mon dieu, est-ce qu'on peut dire qu'il adore le mettre dans le mille? Oh mon dieu. Quand est-ce que tu racontes les mythes de Clara l'impératrice? Il y en a pas beaucoup des mythes. Mon dieu. 26 ans c'est jeune, ok, très jeune même. Je dis pas du tout ça parce qu'on a le même âge. Team 94 représente. Ok. Alors, elle a 20 ans. Oui, j'ai 20 ans, pardon, excusez-moi. Ça, c'est un mythe de l'impératrice, c'est que j'ai 20 ans, évidemment. Bref. Donc, il se fout un petit peu trop de la gueule d'un autre dieu qui tire des flèches et dont c'est un petit peu le métier, finalement, ou le rôle, comme à vous de voir. Ouais, plutôt le rôle parce qu'il n'est pas payé pour ça. Est-ce qu'un dieu a besoin d'argent? Non, parce qu'il a tout ce qu'il veut. Est-ce qu'il y a un syndicat des dieux qui sont exploités par les Olympiens? Bref, en tout cas, il se fout de la gueule d'un autre archer. Il se fout de la gueule de Cupidon, bien vu, Tibère. Exactement. Et donc Apollon se fout un petit peu trop de sa gueule en me disant PTDR. Apollon, il tire vachement mal, alors que c'est son taf de savoir tirer correctement. C'est un con. Pauvre Cupidon s'en prend plein la gueule. Cupidon, héros, appelez-le comme vous voulez. Qui est d'ailleurs le fils de l'union entre le dieu de la richesse et la déesse de la pauvreté. Comme on avait vu ça hier, ce qui est très bien. La richesse et la pauvreté ont créé ensemble le désir. Donc Eros, Cupidon, très beau. Messager de l'amour. Et Eros dont le rôle est de faire tomber les gens amoureux ou de les rendre insensibles à l'amour, puisqu'il dans son carquois magique qui avait été offert par la déesse Aphrodite se trouvent 2 types de flèches, des flèches d'or qui permettent de rendre amoureux et des flèches de plomb qui permettent d'annihiler toute forme d'amour, de sensibilité et de désir. Donc, Eros, il en a un petit peu plein le derche de ce bâtard de dieu qui l'insulte en disant qu'il ne sait pas tirer. Il va décider de se venger, évidemment. Coucou Chironami. Tu as bien fait ta biblio. Celui que le maître incontesté a l'air de tirer son coup, c'est Zeus. Alors oui, ça c'est sûr. Les subs, ce sont des offrandes, exactement. Les subs, ce sont des offrandes pour calmer mon courroux. Coucou Fagri. Des flèches qui permettent de tirer des flèches. Merde. Oui, voilà, c'est ça, exactement. Donc, Eros, alias Cupidon, un jour décide de se venger parce qu'il en a un petit peu marre d'Apollon et donc il dit je vais lui tirer une flèche en plein cœur. Comme ça, il va tomber désespérément amoureux de la nymphe Daphné. Mais Daphné, je vais lui tirer une flèche en plein cœur, mais une flèche de plomb. Comme ça, Daphné sera indéniablement repoussée par notre ami Apollon. Forcément, il s'exécute, évidemment. Eros fait quand même bien son taf, il arrive à viser les 2 cœurs. Apollon tombe désespérément amoureux de cette magnifique Daphné, qui est une nymphe qui n'a rien demandé à personne. Finalement, la pauvre Daphné se retrouve au cœur de cette putain d'histoire alors qu'elle n'avait rien demandé. Bref. Apollon n'arrête pas de la courtiser, genre, beaucoup. Vraiment, beaucoup. Vraiment, tout le temps. Et à chaque fois, elle lui dit non, elle n'en veut plus, d'accord? Ça marche, Itofox, des bisous. Elle n'en veut plus. Et un jour, elle pète un câble, elle n'en peut plus, Apollon lui court après. Elle se barre en courant dans les bois. Elle ne sait plus comment le repousser, dire non à ses avances, et là, elle sent que cette fois-ci, Apollon, il va pas accepter un énième refus, d'accord? Apollon, il a l'écro. Apollon, il a très très envie de faire une partie de Scrabble avec Daphné qui le lui refuse depuis beaucoup trop longtemps. Daphné court dans les bois. Apollon lui court après. Daphné commence à s'essouffler. Elle commence à perdre son souffle. Elle n'en peut plus. Elle arrive sur les bords du fleuve Péné, qui n'est autre que son père, le dieu du fleuve, Péné. C'est Péné, du coup, le dieu du fleuve. Ça va, tout va bien. Elle implore Péné. Au secours, mon père, viens m'aider. Je me fais courser par un bâtard d'Olympien qui veut impérativement faire une partie de Scrabble non consentie avec moi. Sauve-moi, s'il te plaît. Sauf qu'Apollon, il est vraiment genre juste derrière. Au moment où il va la choper, Péné touche le cœur de Daphné.
là où il y avait la flèche qui s'était plantée en elle, la flèche de plomb. Et il la transforme instantanément sur les bords, sur la rive du fleuve, la transforme instantanément en un magnifique laurier. Au moment où Apollon se jette sur elle, Daphné se transforme en laurier. Et de là vient la magnifique statue que je vous ai montrée juste avant. Daphné se transforme en laurier. Apollon est inconsolable. Il serre le tronc dans ses bras, il sent le cœur encore tout palpitant de la pauvre Daphné. Il arrache un bout de ce laurier. Il va en faire une de ses emblèmes. En souvenir de l'amour qu'il avait pour cette pauvre Daphné qui n'avait rien demandé à personne. Un coup de gigabranche de forêt, ça calme normalement. Pas un dieu. Pas un dieu. Et la Pénérigate. Elle est bien heuristique. Oh putain, la mozzarella est incontournable, mon dieu. Voilà cette pauvre Daphné qui n'avait rien demandé. Elle se retrouve au milieu d'une querelle à cause d'Eros et d'Apollon. Voilà, Apollon et ses amants qui se transforment en plantes. C'est tout à fait vrai. Il y a un de ses amants qui va se transformer en cyprès. Et un autre de ses amants qui va malheureusement, il va le tuer. Oh, il va riper comme ça avec une lance et il va l'embrocher. Et il va le transformer en Jacinthe, puisque cet amant-là s'appelait Hyacinthos. Voilà. Malencontreusement, il va tuer ses amants, hein, évidemment. Voilà, donc Apollon, il a quand même que des histoires déchues en amour. Et c'est pour ça que ça le rend absolument abject et absolument horrible. Bref, un jour, il a tombé amoureux. Encore une fois, parce qu'il passe sa vie à tomber amoureux, cet abruti. Parce que finalement, il perd tous ses amants et ses amantes. Un jour, il va tomber amoureux d'une princesse de Thessalie, qui va s'appeler Coronis, je crois. Et c'est à cause d'elle qu'on a le coronavirus. Non, pas du tout. Pas du tout. Il va tomber désespérément amoureux de Coronis. Écoutez, pour une fois, la romance se passe à peu près bien. Puisqu'avec Coronis, ils vont pouvoir faire un enfant. Ni plus ni moins. Donc Coronis est enceinte, le petit couple s'aime, voilà. Ils se kiffent, c'est très très cool. Sauf que bon, Apollon, il a un petit peu son métier de dieu à gouverner, voilà. Donc de temps en temps, il s'en va, il laisse Coronis toute seule. Et Coronis, écoute, comme si ça lui suffisait pas de se taper le plus beau dieu de l'Olympe, elle aime bien de temps en temps faire des petites parties de Scrabble avec un mortel. Voilà, un pauvre gars qui passe par là et avec qui elle va en faire son amant. Et c'est un jour un corbeau, un des corbeaux d'Apollon qui va venir lui dire « en fait, Coronis, là, ta femme, tu sais, là, celle qui attend ton bébé, ouais, elle te fait cocu avec un mortel. » C'est fâcheux quand même. C'est vraiment fâcheux. À ce moment-là, Apollon est un petit peu choqué. Et là, il dit « Ok, je vais les buter, en fait. » Voilà, elle me fait cocu avec un mortel alors que moi, je suis le plus beau des dieux de l'Olympe. Elle va crever. Il va les tuer, évidemment, à l'aide de ses flèches, puisqu'il ne manque jamais sa cible. Il va aussi buter le corbeau qui était venu lui annoncer l'histoire. Le pauvre corbeau qui n'a rien demandé. Hein. Le corbeau se fait complètement goumer, finalement. Sauf que, au moment où il va brûler les corps ensuite de Coronis et de son amant, il va se dire, je vais quand même peut-être sauver l'enfant, puisqu'il s'agit de ma descendance. Il a quand même cette présence d'esprit au dernier moment. Pas grave, le corbeau l'a poucave. Ah putain. Ah non, mais même le corbeau, oui, non, mais je vous dis, il est énervé là. Vraiment, il est pas content. C'est Randy qui a créé une corona tellement bourré qu'il s'est fait une chauve-souris. Bref, et donc à ce moment-là, de cette union avec Coronis et Apollon, va naître un enfant qu'Apollon va sauver in extremis des flammes, finalement, qui s'appelle Asclépios. Asclépios qui va devenir un excellent médecin et qui va devenir très intelligent par ailleurs. Imagine, t'as le dieu le plus sexy et tu t'abaisses à un humain, comme quoi même un dieu peut se faire tromper. Exactement, The Quinch, ça c'est sûr. Et c'était pas le seul, hein, d'ailleurs, qui s'est fait avoir par un mortel. Il y a aussi Aphrodite qui est... La seule fois de sa vie où elle est tombée amoureuse, c'était d'Adonis, qui était un mortel. Ça n'a pas du tout plu à Arès, qui d'ailleurs a buté le pauvre Adonis. Bref. Donc, Asclépios va naître. Asclépios est un enfant excessivement intelligent et va devenir un médecin de génie. Tellement un médecin de génie qu'Asclépios va carrément trouver
le moyen pour faire ressusciter les morts. Il va pouvoir ressusciter pas mal de héros grecs, finalement. Non mais vraiment, Asclépios, c'est un petit peu le boss. Hein. Vraiment. Sauf que, qui dit « je ressuscite les morts », dit « je mets en doute finalement la colère des dieux. Parce que si je peux ressusciter les gens, bah, plus personne n'a peur des dieux. Puisqu'ils ont qu'à faire appel à moi, moi je les sors des enfers, et tout est au calme, tu vois. Les humains n'ont plus à craindre les dieux. À ce moment-là, Hadès, qui voit les âmes se barrer des enfers une par une, va voir son frère Zeus et lui dit « il y en a un qui est en train de niquer mon bise, là. Il s'appelle Asclépios. Ça ne va pas du tout le faire. » Au début, Zeus il dit « bon, allez, ça va, c'est pas grave, d'accord, c'est ok, il s'amuse. C'est pas méchant. » Il dit « oui, mais tu sais que s'il fait ça avec tout le monde, tu ne sers plus à rien. Tu ne gouvernes plus personne. Tu te rends bien compte que s'ils ont plus peur de nous, au bout d'un moment, les humains, ils vont nous dire chais. Ils vont plus nous vénérer, ils vont plus avoir peur de nous, et nous, on sera oubliés. Finalement, puisque la pire sentence que puisse arriver dans la Grèce antique, c'est pas de mourir, c'est pas de finir dans le tartare, c'est d'être oublié des hommes. À ce moment-là, Zeus il se fait ok, attendez, d'accord, je propose un truc pour Asclépios. On le bute. Voilà. Ça vous va? À ce moment-là, Hadès il dit pas de problème, t'inquiète, moi je l'accueille, je le garde aux enfers, on va le tuer. Ok, bah on fait ça, alors go, on le tue, c'est Wati Party. Thanatos et Hadès en PLS, tout à fait, Thanatos, dieu des morts également. Non, du coup, il décide de buter Asclépios, ni plus ni moins. C'est fou comme c'est toujours la même solution, vraiment. C'est mes plans, ça. C'est vrai, Juan, bute-le. C'est ça, une solution originale et créative. Voilà, le plan est simple. On bute Asclépios. Voilà, tout le monde est d'accord. Tous les dieux se rallient à la cause en mode pas de soucis. On bute Asclépios. Il y en a un qui est pas d'accord évidemment. C'est Apollon qui apprend que son fils, du coup son fils unique, Asclépios, il est mort. Et pas à cause de n'importe qui, à cause de son grand-père. Voilà, enfin, du père d'Apollon, donc qui est le grand-père d'Asclépios. Du coup, Apollon il dit « Tu es mon père et tu as buté mon propre fils. Tu te rends compte que t'es horrible là quand même. Tu viens de buter ton petit-fils. T'aurais pas pu lui mettre une claque sur le pétou, je sais pas, le punir. Non, tu l'as buté, d'accord, très bien. Et bah moi je vais me venger. » Apollon décide du coup de se venger finalement. Et à ce moment-là, il décide d'aller châtier, c'est un joli mot pour dire je vais buter à mon tour des gens qui te sont chers pour toi, non pas des dieux et déesses, puisque bon, il est fort Apollon, mais peut-être pas à ce point. Non, il décide de se venger sur les cyclopes. Bon, les cyclopes, en fait, tout le monde s'en fout à la base, mais pas tant, parce que ce sont les cyclopes qui ont donné à Zeus la foudre, à Poséidon le trident, et à Hadès le counet, ce fameux casque qui lui permet de rester invisible à celui qui le porte. Du coup, il va se venger sur les cyclopes, il va buter des cyclopes. Zeus ne va pas du tout l'accepter. Il va dire « Ok, tu vas te calmer tout de suite, mon fils. Je comprends ta colère, j'ai buté ton enfant. Du coup, t'as voulu te venger en butant les cyclopes qui sont super importants pour moi. Bon, ça va pas se passer comme ça. » Il décide quand même finalement de se venger, lui dire pour expier ta faute. Tu vas finir esclave du roi de Thessalie. Oui. Le même roi, là, dont tu as buté la fille. Oui. Coronis, tu te souviens? Celle que t'as tuée. Ben, tu vas devenir l'esclave de ton ex-beau-père. Tu vas garder son troupeau pendant 1 an. Voilà. Le pauvre Apollon finit berger. Déguste tes cyclopes, papa. Je pensais que ça devait quand même être un peu difficile de tuer des dieux, mais je vois que non. Écoute, pas tant. Mais Asclépios n'était pas un dieu, c'était un demi-dieu, finalement. Donc il était butable. Les demi-dieux sont butables, hein, vraiment. Il est trop fort, Zeus, quand même. Zeus, il est potentiellement invincible. Vraiment. Et donc, du coup, ce pauvre Apollon va rester pendant 1 an. Va finir pendant 1 an par devenir l'esclave du roi de Thessalie, alias son ancien beau-père. Les dieux respawnent. Ça dépend lesquels. Et ça dépend où est-ce qu'ils sont en enfer. Si jamais ils sont bloqués dans le tartare, compliqué pour respawn, hein. Vraiment. À la fin, octogone entre Zeus et Apollon. Non, à ce moment-là, Apollon va accepter sa sentence, il va accepter de guider le troupeau, et c'est bon.
Il a accepté le troupeau, il va se mettre à garder le troupeau afin de faire table rase de toutes les vengeances qu'il pourrait avoir par la suite avec son père. Et il va garder le troupeau du roi de Thessalie pendant 1 an. Un troupeau qu'il va perdre, comme un con. Évidemment. Parce qu'Apollon ne fait pas bien son taf. Et ça rejoint un autre mythe, à savoir le mythe de la naissance d'Hermès. Ni plus ni moins. Puisque Hermès, à l'âge de 4 ans, environ 4 ans, ça dépend des versions. Mais en tout cas, Hermès, quand il est tout petit, il va sortir de la grotte où il est planqué. Et Hermès va voler tout le troupeau sur lequel Apollon devait veiller. Voilà. Comme ça, parce que ça, pour le fun. Voilà. Hermès, il se disait, et si je volais le troupeau là? Non? Je sais pas, ça peut être drôle. Voilà, le gamin, tout simplement. Zeus voit tout, évidemment. Hermès qui est aussi un enfant de Zeus, oui, normalement. Donc, par extension, Zeus et Apollon sont demi-frères. Hermès et Apollon sont demi-frères, excusez-moi. J'ai des frises. Ouais, je vois ça. Je vois que ma co, elle est un petit peu en PLS. Je vais voir ce qui se passe. Bref, en tout cas, Hermès va voler le troupeau d'Apollon pendant que cet abruti d'Apollon est forcément occupé à aller draguer, que sais-je, nymphe ou mec de la région. Il va se faire voler tout ce troupeau. Ensuite, il va se faire engueuler par le roi de Thessalie en disant « Mais qu'est-ce que t'as foutu de mon troupeau ?» Et comme Zeus va tout voir depuis son petit nuage, il va dire « Ah, dis donc, ce gamin-là qui est à moi, je savais pas de quoi en faire, et en fait, on va en faire le dieu des voleurs. Hein, et du mensonge. Oui, c'est bien ça. Oui, parce qu'on en a pas. Du coup, on va dire qu'Hermès, c'est le dieu des voleurs et des mensonges. Ouais. Bah, c'est cool. Voilà, c'est le premier titre d'Hermès. Ensuite, Hermès, évidemment, va devenir dieu du commerce, dieu des marchands, dieu des voyages, dieu messager. C'est d'ailleurs Hermès qui va aller chercher Perséphone en enfer. Hermès va faire pas mal de choses, mais un de ses premiers titres, enfin son tout premier titre, c'est vraiment dieu des voleurs et des menteurs. ni plus ni moins. Freeze. Normalement, ça devrait être un peu plus stabilisé, là, si je dis pas de bêtises. Voilà. Le dieu couteau suisse. Aujourd'hui, c'est un parfum. Aujourd'hui, c'est une marque. Voilà. Une marque de haute couture. Vraiment. Hermès, la dernière fois que je l'ai vu, il voulait me vendre des bijoux, n'importe quoi, ce dieu. Dieu des doigts de pied qui tape dans les coins de table. Quelle chouette réputation. Non, vraiment. Et ben, ça fait partie du mythe d'Hermès que j'aimerais vous raconter une prochaine fois. Et il y a aussi le mythe d'un de mes dieux, si ce n'est mon dieu préféré, qui n'est autre que le dieu Dionysos. J'adore son mythe, j'adore ce que représente Dionysos, et j'adore tout ce qu'il est. Il est absolument génial. Et merci Saris pour le raid. Comment allez-vous, les petits raiders de chez Saris? Les petites notes débarquent, mais elles sont trop belles.